Eh bien, bonjour tout le monde. Salut Raphaël. Salut Denis, bonjour à tous. Bonjour, voilà, on est en live là depuis quelques secondes. On va patienter un petit peu le temps que les gens se connectent. Écoute, comment tu vas, Raphaël? Bah, écoute, ça va super, il commence à faire beau, hein. Ça y est, on passe Ouais. le cap, là. Et toi, comment ça va? Bon, Ravi super d'être là bien, en tout cas. effectivement. Ravi de, Comment? ravi de faire ce webinaire avec toi. Ouais, moi aussi. On va pouvoir parler un petit peu de la RGPD un petit peu dans tous les sens. Donc ça va être un peu cool. C'est des sujets qui sont a priori pas fun, mais qui peuvent l'être. Et puis on va essayer justement de désacraliser un peu ça, donner des pistes, et puis réagir et transmettre aussi un peu de connaissances sur le sujet et puis de nos visions euh, dessus. Donc voilà, on est là pour une petite heure. Je pense qu'on va faire, on va se garder un petit quart d'heure à la fin, à mon avis, parce qu'on va avoir des questions. On essaiera aussi de prendre des questions au fil de l'eau dessus, quelques-unes si c'est dans le contexte, et on reviendra à la fin effectivement dessus. Bah, si vous pouvez nous faire un petit coucou pour nous dire si vous êtes connecté, si vous êtes là, donc faire un petit coucou dans les commentaires dessus. T'es où là, Raphaël? Toi, t'es sur Paris? Ouais, alors nous, DPO, on est à Montreuil. Là, je suis télétravail Paris. Ok, cool. Ah, d'accord, tes bureaux sont à Montreuil et ton Bureau appartement est à Paris. Montreuil. Bureau Ouais, Montreuil, mais je voulais pas déranger l'équipe. Euh, Tu vois, on est en open space, nous, encore. cool. Super. Du coup, sur les thèmes, on va aborder plusieurs choses. On va essayer déjà de faire une petite revue pour indiquer en gros ce qu'est la RGPD. Euh, quel est le règlement en fait, c'est quoi exactement, avec quelques limites et puis une connaissance dessus. On parlera aussi de l'aspect français en fait de ce que dit la CNIL, qui est l'organisme effectivement qui s'assure de l'application de la RGPD en France. Donc, on parlera un petit peu de ce que dit la CNIL en termes de prospection B2B. Est-ce qu'on peut en faire, pas en faire? Et si oui, dans ce cas-là, quels sont les éléments restrictifs et comment on peut en faire? On ira aussi sur des règles sur le respect pour choisir ces outils, en fait, pour qu'ils soient RGPD compliant. On parlera un petit peu de choses très, très propres et de choses moins propres dessus. Donc, on abordera un petit peu ces différents sujets au fil de l'eau. Je pense que voilà, je vois qu'il est 14h03. Ce que je te propose, Raphaël, c'est de commencer par le premier thème et je vais te repasser la main. Peut-être avant, juste qu'on se présente un peu mutuellement pour les gens qui ne nous connaissent pas, et je pense qu'il y en a pas mal. Et je vais te laisser te présenter en premier, Raphaël, si tu veux bien. Merci beaucoup, Denis. Donc, effectivement, je suis Raphaël. Moi, je suis le CEO et cofondateur de DPO. Donc, à titre personnel, j'ai été avocat 5 ans et demi dans le domaine du RGPD, dans lequel j'ai vu quand même de nombreux écueils, hein, parce que quand on mange du RGPD matin, midi et soir, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Hein, donc, frein à l'innovation, frein à business. En tout cas, c'est l'idée qu'ont les gens sur le sujet. C'est compliqué, c'est cher. Donc, c'est-à-dire le but aujourd'hui, c'est de vous montrer quand même de désacraliser, comme le disait Denis. Donc c'est pour ça que moi j'ai co-créé DPO il y a un peu plus d'un an. Nous l'objectif, hein, c'est qu'on on vous facilite la vie, on devient délégué à la protection des données du client. En interne, on a automatisé une grande partie, à peu près 80-90% de tout ce qui est standard. Comme ça, on s'occupe de vraiment ce qui est important pour le client. Hein, donc vraiment les aspects protection, enfin business, produits, audit, négociation des contrats, etc., etc. Et en gros, pour vous présenter DPO donc un peu plus détaillé. Aujourd'hui, donc on existe depuis plus d'un an, on a plus de 120 clients et on accompagne des grands groupes comme RATP, Cap, Express, des très belles associations et des startups que vous connaissez tous, qui notamment sont dans le thème d'aujourd'hui, la prospection, comme Pledzi, Leadjet, Faro et aussi des Studio Top. Donc voilà, et j'espère qu'effectivement on va réussir aujourd'hui à vous rendre le RGPD presque sexy et à vous montrer qu'il y a des éléments vertueux et vraiment qu'avec le RGPD, vous pouvez avoir déjà faire quelque chose qui est plutôt une bonne chose en termes démocratiques, on voit tous les jours, mais aussi que c'est aujourd'hui un atout très fort, concurrentiel, par rapport aux concurrents, notamment américains et d'autres continents. Et ça, j'espère qu'on pourra vous le démontrer. Merci, Raphaël. Bon, quand tu dis rendre le RGPD sexy, là, je pense que tu mets l'ambition un peu forte pour moi. Mais déjà, si on arrive à déstresser pas mal de gens sur cette notion-là et puis que les choses soient plus claires, ça va être un bon sujet parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens qui disent tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on a vu au moment donné du RGPD, la mise en place, beaucoup de consultants ou de cabinets qui se sont mis dès le lendemain à attaquer un petit peu ça. Et il y avait un petit peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que maintenant,
le marché s'est un petit peu stabilisé. Du coup, effectivement, si j'ai bien compris, DPO, c'est une sorte de DPO, pour le coup, avec les 3 lettres, que tu peux avoir en termes de prestation de service. Ouais. Moi, je suis le fondateur de Drop Contact. Donc, Drop Contact, c'est une solution qui permet d'enrichir et de maintenir à jour les données, que ce soit en termes de fichiers ou directement dans les CRM. Donc, on a Pipedrive qui est intégré, enfin, Drop Contact intègre à Pipedrive. HubSpot, on a commencé à le commercialiser en ce moment. On a une petite liste d'attente. Donc, si vous avez HubSpot et qu'un jour vous souhaitez avoir Drop Contact, je vous recommande d'aller vous inscrire sur cette liste d'attente. Et il y a Salesforce qui arrive effectivement d'ici un mois et demi. Pour couvrir toute la problématique de data obsolète, de contact, de supprimer toute la perte de temps pour les sales de rechercher l'adresse email pro, le téléphone, etc., etc. Et tout ça dès le début, et c'est une grosse particularité de Drop Contact. En fait, dans le marché de l'enrichissement de données ou même de l'achat de données, toutes les entreprises ont mis en place une technique qui est extrêmement puissante et néanmoins complexe à mettre en place, qui sont des bases de données, une grosse base de données. Et donc, chacun va revendiquer qu'il a 500 millions de profils dans sa base de données, 600 millions, qui mettent à jour les données, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout l'approche de Drop Contact dans l'ADN dès le début. En fait, on n'est jamais rentré sur cet aspect-là de créer une base de données. Parce que, et on va en parler un petit peu tout à l'heure, nous, on travaille exclusivement sur de l'algorithmie et de la vérification en temps réel par nos propres serveurs et nos propres solutions, ce qui fait qu'on a une donnée qui est extrêmement fraîche, et qui est pour le coup 100% RGPD parce qu'il n'y a pas de stockage de data et donc on va en parler un petit peu plus tard. Du coup, Raphaël, moi je te propose de commencer sur le premier sujet, peut-être pour donner un petit peu de cadre aux personnes. Sur le règlement général sur la protection des données, en fait, c'est quoi exactement? Et peut-être un petit truc, comme on est sur LinkedIn, qui a un petit décalage, peut-être parler un petit peu moins rapidement, parce que je sais, moi je me force à parler moins rapidement. Pour avoir fait quelques lives avec StreamYard et je sais qu'il y a un petit décalage, donc effectivement, peut-être un petit chouïa qu'on puisse ralentir. Surtout, je crois qu'on va aborder quelques notions un peu complexes dessus. Je te passe la main. Je te remercie, Denis. Ouais, tu as raison de me le dire. Je parle souvent très vite et ma grand-mère disait qu'elle ne me comprenait pas. Donc, je vais vraiment faire un effort. Effectivement, tu as raison avec le décalage. Alors, effectivement, ta grand-mère est là aujourd'hui? Ma grand-mère n'est pas là aujourd'hui, mais je ne l'ai pas invitée, parce qu'elle ne m'aurait pas comprise, tu vois. Mais voilà, mais effectivement. Donc, pour parler du sujet RGPD, effectivement, le RGPD, on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui ont été expliquées sur la RGPD, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de manières de le voir, mais concrètement, qu'est-ce que c'est en termes opérationnels, le RGPD? Je vais le résumer en 4 points. C'est l'information des personnes, tout le monde sait de quoi on parle. Je vais aller un peu plus dans le détail après, mais c'est de quoi on parle. Le contrôle des sous-traitants et des transferts en UE, et Denis a dit qu'on en parlerait tout à l'heure, c'est vraiment un des sujets. La durée de conservation des données, combien de temps j'ai le droit de la stocker, notamment. Et pour tous ceux qui sont notamment sous-traitants, s'il y en a aujourd'hui, je pense, sous-traitants, ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, vous allez développer un outil dans lequel vous traitez des données pour l'autre. Souvent, c'est ça. Typiquement, vous êtes hébergeur, typiquement Drop Contact, tout type de structure comme ça. Vous avez des choses à faire qui s'appellent le privacy by design, c'est-à-dire vérifier que le RGPD, dans le cadre du produit, est respecté à toutes les étapes. Vous avez ce qui s'appelle les analyses d'impact, c'est quand vous allez mettre en place certains éléments innovants, il faut vérifier que ça ne crée pas de difficultés pour les gens. Concrètement, le RGPD, c'est ça. Après, vous avez des choses, on vous parle du registre, de ceci, cela. Je ne dis pas que le registre, ce n'est pas important. Je dis que vous avez un beau registre, mais vous n'avez pas le reste. Je pense que vous allez certainement avoir des problèmes. Vous avez un moins beau registre, mais vous avez le reste, vous n'aurez pas de problème. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir. Donc pour moi, c'est les éléments, c'est mon avis, c'est les éléments principaux. Donc, information, la fameuse politique de confidentialité. Typiquement, tout le monde sait de quoi on parle, notamment souvent dans le site web, qui va informer les personnes sur les traitements que vous mettez en œuvre. Un élément qui fait peur à tout le monde, la politique cookies avec le bandeau cookies. D'accord? Il y a eu beaucoup de changements. Il y a les éléments contractuels, tout le monde sait de quoi on parle. Bon. Contrôle des sous-traitants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sous-traitant? Il faut l'identifier. Donc, ça veut dire savoir qui, au sein des outils que vous utilisez, est sous-traitant. En gros, c'est celui qui traite les données, vos données à vous, pour votre compte. Mais on ira plus en détail tout à l'heure. Il faut vérifier qu'ils sont conformes. Il faut contrôler les transferts de données que vous mettez en œuvre. On verra comment tout à l'heure, potentiellement. Je pense qu'on aura un peu de temps pour en parler. Et si vous êtes sous-traitant, vous avez souvent un registre à mettre en place, un registre spécifique sous-traitant qui n'est pas le grand registre dont tout le monde parle, et il sert essentiellement à démontrer quand on vous le demande que vous êtes conforme.
Durée de conservation, tout le monde voit de quoi on parle. C'est que vous avez des durées qui sont légales ou pas, et il faut les respecter. Et le privacy by design, je vous en ai parlé, s'assurer que le RGPD est respecté. Concrètement, pour moi, c'est à peu près ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Denis, si toi, tu vois d'autres choses. Ouais. C'est vrai que je compléterai un peu ta présentation sur 2-3 choses, moi, de l'histoire du RGPD. C'est qu'au départ, quand le RGPD est sorti, on s'est tous à peu près dit, finalement, c'est un truc contre les Européens, c'est vraiment les Américains pour en faire tout et n'importe quoi, mais nous, les pauvres Européens, on est coincés encore par la législation, etc. Et au final, en fait, avec le recul de quelques années, on se rend compte que ça a pris le lead au niveau mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise comme Amazon, Google ou Facebook sont extrêmement attentifs eux-mêmes à respecter la RGPD pour l'Europe. On se rend compte que le RGPD, par exemple, au Brésil, parce que le Brésil n'étant effectivement pas en Europe, on pourrait dire que ils n'ont pas à le mettre en place, sauf que le Brésil a mis en place un RGPD qui est presque identique à l'européen. Aux États-Unis, en ce moment, ils ont leur propre législation qui est un petit peu différente, qui est beaucoup plus souple que l'européenne, mais qui est différente selon les différents États. Et en ce moment même, au niveau du Congrès, ils sont en train de travailler pour mettre une règle pour tous les États des États-Unis, qui sera toujours probablement plus souple que la RGPD européenne, mais qui va aussi normaliser. On se rend compte aussi, et ça, du coup, quand j'avais eu l'information, j'avais été quand même assez, je l'aurais jamais imaginé, mais que la Chine elle-même a mis une RGPD qui est extrêmement stricte en fait. Évidemment qui ne s'applique pas, on va dire, pour les entreprises publiques et pour le gouvernement chinois, mais pour toutes les entreprises qui sont effectivement en Chine, il y a une protection de la donnée personnelle. Une entreprise en Chine ne peut pas sortir une donnée personnelle, elle doit s'assurer que les données de leurs clients, de leurs prospects, etc., est bien verrouillées et ne donne pas l'accès. Donc en fait, cette protection de l'information personnelle est devenue en quelques années un point un peu central. On a aussi, merci pour le LGPD, ouais, Christophe. On a aussi cet aspect-là qui est depuis Cambridge Analytica de Facebook, du scandale de Cambridge Analytica sur les élections, etc. Il y a aussi une prise de conscience au niveau de nous-mêmes, individus, de ce qui pouvait se passer avec nos données. Donc on a maintenant pris ce scandale et y avoir ces informations. On a aussi quelque chose que la RGPD a mis en place, c'est l'obligation, lorsqu'une entreprise se fait voler ses données, de publier dans, je crois, 72 heures, il me semble, Raphaël, tu me corrigeras si je me trompe. Après Mais dans les connaissance. Ouais, c'est ça. Il y a un délai de 72 heures pour informer que les données ont été volées. La chose que ça a donné, c'est qu'en fait, du vol de données, il y en a toujours eu. Je ne sais pas si là, il y a des gens qui sont déjà baladés dans le dark web, et je ne vous conseille pas de le faire parce qu'il faut quand même savoir le faire. En fait, les données s'achètent, les données individuelles s'achètent, et en gros, à partir du moment donné où j'ai un prénom, un nom et 2-3 informations, il est tout à fait possible pour moins de 50 € en Bitcoin de récupérer beaucoup d'informations sur une personne ciblée, à savoir son numéro de téléphone mobile, sa carte bleue, etc. Ce n'est pas toujours 100% qu'on peut trouver, mais ces données-là existent. Donc en fait, historiquement, il y avait déjà des hacks, il y avait des données qui étaient volées. On trouvait, il y a plus de 10 ans, on trouvait la base de données de LinkedIn, une copie complètement hackée de LinkedIn avec toutes les informations sur les personnes, les emails, les numéros de téléphone mobile, les mots de passe de LinkedIn qui s'achetaient pour pas grand-chose dans le dark web. Et en fait, ce que la RGPD a fait, c'est qu'elle a obligé en fait chaque entreprise qui se fait voler les données d'informer, de rendre ça public. Du coup, sinon l'amende est pour le coup pas négligeable. Et du coup, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait une prise de conscience de plus en plus de nous en tant qu'individus, de l'importance de nos données et de ce qui est fait avec nos données. Et donc, ça a un peu changé. Ça change beaucoup de choses sur la prise de conscience. On voit maintenant que lorsqu'on fait de la téléprospection sur téléphone mobile, lorsqu'on envoie des emails, des entreprises qui envoient des emails, par exemple, sur des adresses email perso, des choses comme ceci, qu'en fait, les gens réagissent, peuvent réagir même violemment, dans de la menace, etc. Parce que, pour le coup, ça ne passe plus en termes, on va dire, éthiques, je ne sais pas si c'est le bon terme, et évidemment, ça ne passe plus non plus dans le terme légal, puisque, et ça, c'est la précision qu'on n'a pas fait, là, on va parler que du B2B. En B2C, il n'est pas possible d'envoyer des emails si on n'a pas de l'opt-in, et Raphaël, tout à l'heure, va nous définir un petit peu plus précisément le opt-in et le double opt-in et l'opt-out. Et donc, il y a un mouvement dont moi, je suis toujours convaincu depuis
quelques années quand même, c'est que la donnée d'individu, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit B2B, va être de plus en plus protégée au niveau légal. On va être, et on est tous de plus en plus attentifs à cette protection-là. On voit aujourd'hui qu'il y a les mouvements d'Apple sur la protection des données, sur Safari qui protège maintenant, donc Apple et Safari qui protègent la navigation. On ne sait plus si les gens ont ouvert des emails, pas ouvert des emails. Tout ceci devient de plus en plus protégé. Firefox a fait la même chose, Brave a fait la même chose, Chrome va arriver aussi, permet de le faire déjà manuellement, mais ça va être par défaut d'ici, je pense, 1 an, d'après ce qu'il disait. Donc, on a un mouvement de protection de données au sens général. Et l'autre mouvement en parallèle, qui est la donnée d'entreprise, qui pour le coup est de plus en plus open source, de plus en plus libre, gratuite, riche d'informations. On a par exemple en France une information qu'on peut récupérer au niveau des greffes, qui avant étaient très privées, très coûteuses, etc., qui est devenue maintenant open source, donc il est possible d'avoir des informations. On a aussi des informations au niveau du nombre de salariés. Donc pour l'instant, on a des informations qui sont annuelles. Il y a la publication des éléments de transmission qu'on fait avec la DSN qui est annuelle. Ce qui a changé depuis 2019, c'est qu'une entreprise est obligée maintenant de transmettre son information mensuelle. Et j'espère que dans les mois à venir, on pourra aussi avoir en open source cette information-là, du savoir du nombre de salariés d'une entreprise au mois le mois, parce qu'effectivement, la variation est extrêmement pertinente en termes de prospection et de segmentation de marché, de tendance. Une entreprise qui embauche de plus en plus de monde, on aura cette information-là. Donc ça sera une alerte extrêmement intéressante. Donc voilà, beaucoup de choses sont en train de changer, mais les grandes tendances, c'est que la donnée personnelle est de plus en plus protégée et que les gens sont de plus en plus sensibles. Donc la prospection B2B, elle a des aspects sur lesquels il y a du respect des règles, mais non seulement il y a des règles juridiques, mais il y a aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus au niveau des personnes. Voilà un peu pour compléter cet aspect de qu'est-ce que le RGPD. Le RGPD, juste pour mémoire, hein, ça s'applique en Europe. Et en 2-3 petits points complémentaires, c'est que même si une entreprise est à l'extérieur d'Europe et qu'elle intervient sur des Européens, elle est contrainte de respecter le RGPD. Donc, une entreprise américaine comme, je ne sais pas moi, Google ou Amazon, lorsqu'ils travaillent vers des personnes européennes, ont l'obligation de respecter le RGPD. Tu voulais peut-être compléter, du coup, Raphaël, sur c'est tout à fait les territoires européens, je crois. Ouais, alors, alors sur le territoire, je suis tout à fait d'accord. Une micro-précision, c'est que pour que tout le monde comprenne bien, c'est pas des personnes qui ont la nationalité d'un pays de l'Union européenne. Vous n'êtes même pas de la nationalité de quelqu'un qui est de l'Union européenne. Vous êtes, je sais pas, vous êtes d'Afrique, vous êtes de Chine, mais vous résidez ou vous êtes à ce moment-là où on traite vos données au sein de l'Union européenne, le RGPD s'applique. Ça, c'est quand même important. C'est pas lié, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte d'identité française. Ça, c'est un point. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Denis. Je donnerai d'ailleurs un petit exemple, une micro-anecdote sur justement ce changement de mentalité et de paradigme. Alors, c'est que quand moi j'ai commencé, j'étais en M2 justement de nouvelles technologies où je faisais propriété intellectuelle, nouvelles techno, données personnelles. Quand j'en parlais aux gens, ils me disaient propriété intellectuelle, je comprends. Nouvelle techno, c'était il y a 10 ans. Nouvelle techno, évidemment, c'est hyper important, etc. Données personnelles, on me disait tout le temps, bon, j'ai rien à cacher, je vois pas l'intérêt. Pourtant, il y avait déjà une loi, hein. Il y avait déjà la loi informatique et liberté qui existait depuis 78. Parce que un point d'ailleurs que je rajoute, c'est que le RGPD, ce n'est que le prolongement de ce qui existait avant, hein. Mais c'est juste que les sanctions sont plus fortes, les mentalités changent. Donc ça permet effectivement d'arriver dans le mouvement dont parle Denis depuis tout à l'heure, où je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il y a même dans d'autres pays, hein, tu as dit États-Unis, il y a le Canada aussi, enfin vraiment partout, c'est en train d'exploser cette notion de protection des données. Et un dernier point où je suis entièrement d'accord avec toi, Denis, c'est cet aspect, après il y a la question légale et il y a la question éthique ou morale, ou du moins l'idée qu'on a de la protection des données à titre personnel. Et ça, on rencontre souvent cette distinction, cette confusion qu'il peut y avoir entre le droit et ce qui est autorisé et ce qui est perçu comme non autorisé. Je vous donne un exemple typique qui avait fait le buzz pendant le Covid. C'était la question, est-ce que je peux prendre la température de quelqu'un pour entrer dans un magasin ou pas? Il y a eu plein d'articles de journaux disant « Mon Dieu, mais c'est de la protection des données, c'est interdit, RGPD, c'est scandaleux ». Non, c'est anonyme. On prend votre truc, on ne vous connaît pas, vous êtes à plus de 39, et ben vous n'entrez pas, vous êtes à moins de 39, vous entrez. Et on ne garde pas la donnée. Comme c'est une donnée anonyme, elle n'est pas donc identifiante, ce n'est pas le RGPD.
Donc là, on était bien plutôt dans une question éthique. Et c'est intéressant de voir que comme ce mouvement, il évolue de plus en plus de protection, il y a la loi, mais il y aura, et c'est là où je vais en finir, il y aura aussi, en fonction des mentalités, il va y avoir une jurisprudence qui va se développer aussi, puisque vous avez une première instance qui est, en cas de contrôle, qui est la CNIL, l'autorité de contrôle dont parlait Denis. Elle a et il y a ça au niveau européen aussi, mais ils donnent des directives, ils sanctionnent des choses. Et c'est comme la justice normale. Elle traduit aussi une évolution de société. Donc vous avez un texte qui est déjà contraignant, qui en tout cas encadre, mais il y aura ensuite la CNIL qui va rajouter, en fonction des préoccupations des gens, des obligations. Et ça, c'est indéniable. Ouais, tout à fait. On voit vraiment cet aspect. D'ailleurs, un des sujets, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire ce live, c'est que la protection des données personnelles et l'achat de données, etc., est un des sujets prioritaires sur l'année 2022 de la présidente de la CNIL, qui l'a annoncé très clairement. Il y avait 2 sujets, j'ai oublié le deuxième, mais en tout cas, il y a effectivement tout ce qui est vente, exploitation de données personnelles. C'est le leitmotiv et le sujet d'axe fort cette année. Ils avaient l'année dernière axé beaucoup sur le cookies et le fait de pousser, je crois que la date, c'était quoi? Ils avaient repoussé un petit peu de quelques mois encore le fait que toutes les entreprises doivent avoir l'obligation d'avoir les cookies en ligne. Ça a fait pas mal de buzz et maintenant on voit que beaucoup d'entreprises ont mis en place le cookies. D'ailleurs, il y a une boîte française qui a fait une belle réussite. C'est ce qu'on utilise nous-mêmes sur notre site. Eux, pour le coup, ça leur a permis de bien exposer. C'est trop cool pour eux. Mais effectivement, maintenant, tout le monde met les cookies en place, alors que c'était effectivement, comme tu disais, obligatoire avant. Mais en fait, c'est un peu la démarche aussi souvent de la CNIL. Parce que la CNIL, quand on la voit, on peut se dire, oulala, c'est l'enfer, etc. Mais ils ont une approche qui est, entre guillemets, d'éduquer le marché. Et en fait, quand tu es topé, si tu es topé, du coup, si tu appliques leurs recommandations, etc., globalement, ça se passe plutôt bien. Si effectivement, tu es vraiment plus que border et de l'autre côté dessus, là, pour le coup, ça devient assez vite compliqué. Il y en a quelques-uns qui en font les frais dessus. Mais voilà, donc c'est pour ça que les choses se font au fur et à mesure. Il y a eu les cookies sur lesquels on est passé. Et là, maintenant, c'est tout ce qui est vente de données personnel. Ce qui est un point aussi important d'ailleurs, peut-être qu'on peut définir, c'est qu'il y a parfois une incompréhension entre qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Donc une donnée personnelle, c'est pas que ça soit B2B ou B2C. Une donnée B2B est personnelle. C'est-à-dire que si on met Denis Cohen ou mon adresse email ou mon numéro de téléphone mobile, c'est une donnée personnelle. Donc, que ce soit B2B ou pas B2B, c'est une donnée personnelle. Et donc, ça s'applique la RGPD, effectivement, sur les données des individus, même s'ils travaillent dans les entreprises, on ne peut pas dire que ce n'est pas une donnée personnelle. Je te propose que là, on a fait 20 minutes à peu près sur ce sujet. On pourrait peut-être aborder directement le sujet. Tout à fait, prospection, qui intéresse tout le monde. Premier point, je suis obligé de faire 1 seconde du juridique, je suis désolé du pur. C'est pour vous expliquer, vous allez voir pourquoi c'est important. C'est donc effectivement prospection commerciale. Le RGPD a fait exploser les risques et a renforcé tous les droits des personnes sur les règles de prospection. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et encore une fois, les règles de prospection commerciale, elles n'existent pas grâce au RGPD. Elles ont été mises en place par une directive de 2002. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est depuis 2002 que c'est ces règles, en fait. Mais c'est aujourd'hui que ça a un impact lié au RGPD, parce que les sanctions ne sont pas les mêmes. Okay ? Et ça a une deuxième très grosse importance. Tout à l'heure, Denis a bien dit, ce qu'on vous dit aujourd'hui ici, c'est en France. Parce que le RGPD s'applique pour tous les pays de l'Union européenne, là, il n'y a pas de débat. Mais une directive, ce n'est pas comme un règlement. Un règlement, c'est une loi fédérale. En gros, c'est pareil partout. Donc, le RGPD, toutes les lois globalement du RGPD, c'est les mêmes, même en Bulgarie. Une directive, ce n'est pas pareil. C'est des grandes lignes. On va vous dire, globalement, vous faites ça, mais après, vous avez des adaptations par pays. Donc, en prospection commerciale, il y a des différences à la marge, mais il y a des différences, à la marge, qui ont finalement du sens, et on va voir lesquelles, entre pays. D'accord ? Donc, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment la France. Donc, maintenant, c'est quoi les règles de prospection ? Globalement, les règles de prospection, effectivement, le principe, tout le monde le connaît, c'est notamment, que ce soit B2B ou pas B2C, si on pense au B2B ou B2C, si on ne fait pas de règles, si on va au début, c'est interdit sans le consentement préalable. Ça, c'est le principe, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et il n'y a pas de distinction B2B, B2C. Normalement, c'est ça. Et après, on met des exceptions. Par exemple, si vous êtes déjà client en B2C, vous êtes déjà client, j'ai acheté un produit, et maintenant que je suis client, on a le droit de m'envoyer de la prospection commerciale. Il y a des exceptions.
En B2B, c'est encore mieux. Il n'y a pas d'opt-in. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Et l'opt-in, qu'est-ce que c'est hein? C'est le fameux consentement. C'est-à-dire que si vous recevez un mail de prospection, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, on en reçoit tout le temps des mails de prospection commerciale dans le cadre de notre activité professionnelle, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir le consentement préalable. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de s'assurer que la source de la data, et c'est ce que disait tout à l'heure Denis par rapport au black market, par exemple, enfin, au darknet, c'est que la source, elle doit être légale. Par exemple, que vous ayez pris la donnée via LinkedIn et via Dropcontact, il n'y a pas de sujet. Après, vous pouvez prospecter. Par contre, il y a certains outils, c'est peut-être pas forcément le cas. Ou alors, si vous arrivez à avoir une donnée par-ci, par-là, par une manière qui est un peu détournée, vous l'avez acheté dans le darknet, je ne sais quoi, là, il y a un sujet. Donc, le principe, c'est qu'en B2B, il n'y a pas d'opt-in, il n'y a pas de consentement préalable. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des règles à respecter. Les deux principales règles à respecter, c'est je dois toujours mettre un opt-out. D'accord? Alors, l'opt-out, c'est quoi? Tout le monde pense que c'est le lien des inscriptions. C'est pas ça. Évidemment, ça se traduit souvent par ça. Mais l'opt-out, c'est la possibilité c'est la possibilité de se désinscrire. C'est pour ça que par SMS, c'est pas un lien. Un SMS, vous recevez envoyer stop, par exemple. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que le lien, c'est obligatoire. C'est le mieux en termes d'éthique. Encore une fois, c'est la confusion pratique, pas pratique. Mais en termes pratiques, le lien, c'est le plus simple, quoique ça dépend, mais on va dire de manière générale, c'est le plus simple. Mais le texte ne vous dit pas un lien de description. On vous dit opt-out. Première chose. Donc, respectez toujours ça c'est vraiment très important. Et le deuxième point, mais ça, globalement, tout le monde le fait à peu près. Le point, par contre, que beaucoup de gens oublient et qui est fondamental, c'est d'informer, surtout quand vous collectez indirectement, c'est-à-dire vous allez sur LinkedIn, par exemple, et vous prenez de l'information que la personne n'est pas au courant, elle n'est pas venue vous voir, vous, hein, elle n'a pas fait de l'inbound, c'est de l'outbound. Dans ce cas-là, vous devez informer la personne, dans le petit pavé en dessous, aussi des sources. D'accord? C'est-à-dire, vous devez lui dire, normalement, j'ai eu votre donnée par ça, par LinkedIn, par des outils de prospection commerciale. Pourquoi pas mettre exemple de contact? Pourquoi pas? On l'a eu via des bases de données publiques, peu importe. Mais il faut le mettre parce que ça peut vous être reproché. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient souvent. D'accord? Il y a un point en complément justement sur l'opt-out. Oui, il n'y a pas d'obligation sur le lien. D'ailleurs, une de mes recommandations lorsqu'on fait du cold email, c'est justement de ne pas mettre de lien parce que l'inconvénient du lien, c'est que c'est un élément qui permet en fait sur les filtres anti-spam de détecter que c'est un email qui est non sollicité et donc de mettre votre email dans la boîte des spams, dans la boîte des promotions ou même de ne pas être transmis en interne. Donc, le fait d'avoir un lien qui est un lien qu'on appelle un lien traqué, fait que ça donne un indice sur le fait que c'est un email non sollicité. L'une des bonnes techniques, ou on va dire d'astuces ou de tips, c'est effectivement de préciser dans l'email que les gens peuvent répondre pour ne plus être sollicités. Et l'élément aussi qui est pertinent, c'est de faire une formulation qui n'est pas une formulation classique. C'est-à-dire que si vous mettez pour vous désinscrire, dans certains filtres anti-spam, le pour vous désinscrire va être identifié comme un email non sollicité. Donc, il faut essayer de faire une formulation un petit peu plus originale qui fait que vous sortez de la lecture des filtres. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est quand quelqu'un vous demande de ne plus le contacter, c'est justement de ne plus le contacter. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs parce que parfois, c'est pas traité. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième élément, c'est que ça agace les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où quelqu'un vous a dit ne me contactez plus, vous continuez à le contacter, vous le recontactez un mois après, effectivement, ça fait rien de bien parce que la personne, de toute manière, va être agacée, va commencer éventuellement à vous menacer, ou en tout cas, ça va détériorer l'image de votre relation avec la personne. Et on sait qu'en termes de prospection, c'est un point qui est important. Il y a aussi une erreur, c'est lorsque quelqu'un vous demande de se désinscrire comme ça, c'est de l'avoir fait dans un endroit et pas dans un autre endroit. Ce que je veux dire par là, c'est si vous avez désabonné la personne dans votre solution d'emailing, mais que vous ne l'avez pas supprimé ou notifié ou mis un critère dans votre CRM, vous avez toutes les chances de faire une petite cagade parce que vous avez un automatisme qui traîne et que vous renvoyez un email. Donc, bien s'assurer que lorsque quelqu'un demande le désabonnement, effectivement, que ça soit bien pris en compte de manière assez ferme dans vos solutions, parce que souvent, c'est une mauvaise manipulation dans l'organisation. On a aussi un autre point en B2B qui est l'intérêt légitime. Et l'intérêt légitime a l'inconvénient et l'avantage d'être assez large dessus et parfois l'inconvénient d'être mal compris. Je vais prendre un exemple.
Si vous vendez, je ne sais pas moi, des machines à café pour entreprise, et vous contactez quelqu'un dans l'entreprise qui va être le responsable des achats, le gérant, le président, etc. de l'entreprise, et que vous proposez vos machines à café, vous êtes sur un intérêt légitime et vous êtes en B2B. On est toujours dans un contexte B2B. Par contre, si votre métier, c'est de faire de la livraison de repas pour des salariés, et que vous contactez chacun des salariés pour proposer à chaque salarié de justement passer par vos services pour commander leur repas, on n'est plus dans l'intérêt légitime de l'entreprise, on est dans un intérêt personnel, et donc ce n'est pas du B2B, mais du B2C. Et donc, c'est comme ça qu'il y a une société d'ailleurs qui s'est faite toper par la CNIL, qui a été redressée, parce qu'en fait, ils faisaient des repas dans un usage personnel. Donc, l'intérêt légitime doit être un intérêt légitime pour l'entreprise dans le cadre du B2B pour pouvoir le faire. Ça, c'est un point aussi qui est important pour pouvoir être vraiment très tranquille et pas avoir d'ambiguïté entre B2B et B2C. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est d'autant plus important que dans l'intérêt légitime, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. C'est un fondement. Quand vous avez un traitement, vous avez un fondement, vous devez le baser. Typiquement, le consentement, l'opt-in, ça peut être un des fondements. Et il y a des cas où il y a tel fondement, il y a des cas où il y a d'autres. L'intérêt légitime, il n'est possible que si vous avez normalement fait une balance des intérêts entre vous et le prospect. Évidemment, en B2B, il n'y a pas de débat, mais effectivement, en B2C, ça ne marche pas. D'où effectivement l'obligation d'avoir ce opt-in. D'accord, donc ça, c'est très important. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit par rapport au bouton des abonnements. Hein. Encore une fois, c'est pas forcément la meilleure pratique, mais je dirais, je mettrais, là c'est lié à notre expérience personnelle, je vous donnerai une anecdote. Ça dépend de votre activité. Je m'explique. Nous, on fait évidemment parfaitement bien la prospection commerciale, mais typiquement, on s'était aperçu que le bouton des activations posait problème pour plein de problèmes, même en termes de tracking et compagnie. Finalement, on trouvait que ce n'était pas forcément la meilleure chose. Donc, on avait tout un process. Nous, on disait, vous répondez, etc. Et on s'est fait une fois massacrer, et c'est parti en ligne pour ça, parce que la personne considérait qu'il fallait absolument avoir un bouton. Et on avait beau lui expliquer que ce n'était pas la question et qu'on respectait bien la chose, c'était pas ça. Donc, mais ça, c'est parce qu'on était aussi dans cet aspect conseil. Donc, ça dépend je pense, peut-être que ça dépend des activités. Vous devez peut-être faire attention à ces pratiques en fonction de l'activité. Les activités pour lesquelles les gens vont être beaucoup plus sensibles et vont penser que vous devez aller beaucoup plus loin. Donc, attention peut-être, par exemple, le RH. Voilà. Donc, typiquement, ça dépend de l'activité. Par moment, dans certains cas d'activité, moi, je vous conseillerais, parce que justement, il y a cette confusion légale, pas légale, de mettre le bouton, mais ça dépend des secteurs. Ça, c'est juste un point, parce que comme nous, on l'a vécu, je préfère vous le dire, c'est toujours compliqué. Un point dont on n'a pas parlé, Denis, c'est un point important en termes de prospection, c'est la durée. La durée, ouais. Combien de temps vous avez le droit de faire ça? Parce que on vous a dit que vous n'avez pas besoin en B2B d'avoir le consentement préalable. Pas de débat. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur LinkedIn, prenez les informations, vous utilisez même un outil, par exemple, prenez par exemple un outil comme Leadjet, hein, vous appuyez sur le bouton, ça vous met les outils sur le CRM, et après vous n'avez pas de drive qui va vous trouver les emails et les coordonnées. Pas de sujet là-dessus. C'est pas Drive, c'est Drop Contact. Pas Drive, pardon. Excuse-moi, Drop Contact, pardon. Pardon. Et en gros, ça, après, la question, c'est, donc, eux, ils ont fait leur travail. Maintenant, c'est vous devez respecter le RGPD, d'accord? Les outils, comme Drop Contact, ils vous donnent les moyens de le respecter. Mais vous êtes responsable aussi, d'accord? Et typiquement, la durée de conservation, c'est votre problème. Et la durée de conservation, c'est combien de temps? C'est 3 ans. En gros, après le dernier contact, c'est 3 ans. Donc, par exemple, vous avez pris l'information pendant 3 ans. Vous avez le droit de le prospecter s'il ne se désabonne pas, d'accord? S'il ne fait pas droit à son opt-out. Et ça c'est très important. Et donc, ça veut dire qu'au-delà de 3 ans, normalement, alors évidemment, d'habitude, ils vont s'arrêter. Hein, ils vont vous demander l'opt-out. Mais normalement, vous ne pouvez pas faire plus longtemps. Et ça, c'est très important. Et c'est important, notamment en termes de base, parce que, évidemment, si vous avez une base, par exemple, vous aviez votre base, et ça, j'ai déjà vu chez des clients, j'ai une base que j'ai constituée sur 20 ans, mais j'ai oublié de redemander l'autorisation ou d'avoir un nouveau contact pour relancer ce délai, et bien en fait, j'ai des bases qui auraient de la valeur, et il y a une partie que je ne peux plus utiliser. Parce que, au bout de 3 ans, ouais, ça c'est un point extrêmement important. C'est qu'effectivement, pas beaucoup de monde le fait en B2B, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont aller récupérer des données, vont les garder, puis après vont relancer des newsletters, des choses comme ceci, et il n'y a pas cet aspect de suppression. Nous, par exemple, on a typiquement cet aspect de suppression automatisé chez nous. Mais j'expliquerai d'ailleurs pourquoi. On est extrêmement sensible sur la RGPD, beaucoup plus que beaucoup d'entreprises sur le marché, de par notre produit, de par
par notre savoir. C'est vraiment important. Et le deuxième élément, c'est que si la personne n'a pas réagi pendant 3 ans, on a effectivement l'aspect légal, mais on a aussi l'aspect que ça n'a plus beaucoup de valeur. Et ce qui va surtout se passer, c'est qu'au cours de ces 3 ans, il y a une grosse partie de votre base qui, de toute manière, ne sera plus à jour parce que les gens auront changé d'entreprise pour une partie. Et c'est là où Droit Contact a une fonction qui vous permet justement de savoir que des gens ont changé d'entreprise et vous indiquer dans quelle nouvelle entreprise les personnes sont passées, ce qui vous permet de re-rentrer en contact avec eux pour, entre guillemets, les féliciter sur le sujet et en même temps profiter pour leur proposer de faire un opt-out ou un opt-in dessus, ce qui vous permet de pouvoir continuer en fait dans la durée dessus. C'est un élément qui est aussi important là-dessus. Ok. Sur la prospection, tu voulais ajouter quelque chose de ton côté, Raphaël? Non, on a parlé de la durée, on a parlé du fondement, on a parlé… si, un dernier point, c'est juste pour vous donner quel type de différence il peut y avoir entre pays. Juste un micro-exemple. Par exemple, il y a un point très, très, très important que j'ai oublié de vous dire. Tout ce qu'on vous dit là, c'est vrai pour SMS, email. Et ça, c'est très important, j'ai oublié de vous le dire. C'est-à-dire que vous le savez tous. Pourquoi vous le savez tous? Parce que plus personne n'a de fixe chez soi. L'opt-in, même en B2C pour le téléphone, ça n'existe pas. D'accord? Je pense que tous, vous connaissez peut-être le nom Blocktel, parce que le principe est différent. Le principe, c'est que vous soyez B2B, B2C au téléphone, peu importe. C'est soit vous vous inscrivez sur Blocktel et on n'a pas le droit de vous appeler, soit vous n'êtes pas inscrit et on a le droit de vous appeler. D'accord? Donc ça, c'est important. Ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est vrai pour SMS, email. C'est pas vrai pour téléphone et c'est pas vrai pour voie postale. Alors, voie postale, pour ceux qui en font, imaginons ici, je ne pense pas que forcément ce soit les cibles, mais imaginons, sachez que les choses vont changer. Avant, vous aviez le droit d'envoyer des courriers tout le temps dans les boîtes aux lettres des gens. Et dans pas très longtemps, je ne connais plus la date, il y aura le principe oui pub. C'est qu'en fait, on va inverser la chose. Avant, c'était non pub. Tant que vous ne l'aviez pas mis comme Blocktel, vous pouvez vous faire de la prospection. Aujourd'hui, ça va être oui pub. C'est-à-dire que c'est seulement si vous mettez l'étiquette pour avoir de la pub que vous en aurez. Imaginez bien. Ah, mais exclusivement pour du B2C. Exclusivement pour du B2C, pas pour du B2B. La prospection par mail, courrier postal. Alors, il n'y a pas de distinction. Parce qu'en fait, dans le texte, c'est important de savoir. Effectivement, tu soulèves un très bon point, Denis. C'est que le texte de loi qui parle de la prospection commerciale, il ne fait pas de distinction B2B, B2C. C'est une interprétation de la CNIL. Ouais. D'accord? Et c'est justement là-dessus, notamment, qu'il y a des variations. Tu parlais tout à l'heure de double opt-in. En Allemagne, il n'y a pas de sujet. B2B, B2C, ils s'en fichent. Il y a le double opt-in pour tout le monde. En Italie, cette exception, elle ne marche que pour l'email, mais pas le SMS. Donc voilà, il y a des différences comme ça en fonction des pays. Il y a beaucoup plus de subtilité, en fait. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'il y a besoin d'être accompagné parce que c'est quand même une des subtilités importantes. Et on parle tout à l'heure de risque. J'aimerais juste ajouter un point qui est lié à ce qu'on dit là et ce qui est lié à ce que c'est que le RGPD. C'est qu'en fait, moi, de mon expérience, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, je le disais aux clients, le risque, c'est la CNIL, c'est la CNIL. Il existe, c'est indéniable. Mais l'un des gros risques aussi, et c'est par rapport à tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est le risque client, en fait. Parce que votre client, lui, il a besoin d'avoir une bonne image. Lui, il a besoin de faire bien les choses. Lui, il a besoin de se faire bien voir par ses utilisateurs. Donc maintenant, il va vous imposer d'être conforme vous. Et ça, c'est de plus en plus vrai. Et ça se voit notamment sur les aspects de prospection commerciale et de cookies et compagnie, où moi, je vois mes clients qui sont beaucoup plus challengés qu'ils ne l'étaient avant. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'était juste cette anecdote. Il y a un point aussi qui est important que la RGPD a changé et que le RGPD a changé par rapport à la CNIL, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas le RGPD, tu pouvais très bien dire les données, c'est pas moi qui les ai prises, c'est mon fournisseur, moi j'en suis pas responsable. Ce qui a vraiment changé avec le RGPD, c'est le fait que maintenant il y a une chaîne de responsabilité. Donc on peut plus dire c'est pas moi, c'est mon fournisseur qui a pas fait les choses proprement et serait déresponsabilisé, ça ne marche plus. Ce qui veut dire que toute cette chaîne de responsabilité, elle est faite pour que les choses soient pour le coup extrêmement saines. C'est un petit peu comme ce qu'il y a dans l'URSSAF, dans les marchés publics. Dans les marchés publics avant, il y avait des entreprises qui prenaient les marchés de BTP auxquels je pense en particulier, qui faisaient travailler des sous-traitants qui payaient des gars au black. Et du coup, ils se disaient, c'est pour moi, c'est mon fournisseur. Maintenant, il y a une obligation de justificatif que les sous-traitants payent bien l'URSSAF. Là, c'est la même chose, en fait, au niveau du RGPD. Il y a une obligation, en fait, de s'assurer que les solutions, les outils, l'origine des données soient 100% RGPD. On ne peut pas dire, non, moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé et ça va se renforcer de plus en plus. Et honnêtement, pour le coup,
je vais dire connaissant la présidente, mais un tout petit peu, de la CNIL, c'est vraiment un sujet sur lequel ils vont être assez en renfort, en éducation. Alors, quand on dit éducation avec la CNIL, c'est éducation, mais ça tape aussi sur les doigts de temps en temps, dessus, sur cet aspect-là. Donc, il y a un point qui est important, c'est qu'on ne peut pas dire ah bah moi, c'est pas moi, c'est mon fournisseur. Voilà, ça, c'est une précision aussi qui est importante, et ça revient un petit peu au sujet qu'on avait un peu abordé en tout début, qui est des données qui viennent du SAL, qui viennent du dark web. Parce que, si je prends des exemples, il y a beaucoup de données qui se revendent à partir de données volées qu'on retrouve dans le dark web. Donc, vous pouvez très bien avoir une solution X ou Y qui est une base de données. Donc, on disait LinkedIn, mais il y a d'autres solutions, d'autres entreprises qui se font hacker, qui se font voler des données, qui se vendent dans le dark web, que certaines entreprises ou personnes rachètent et recommercialisent en fait hors du dark web. Et ça pose deux contraintes. Il y a la première contrainte qui est effectivement celle dont on parlait tout à l'heure, qui est un RGPD, mais il y a aussi une autre contrainte, c'est du recel. C'est du recel de données. C'est-à-dire que prendre des données volées et les acheter pour les revendre, c'est vraiment, ça rentre dans le cadre du recel. Et là, je pense que Raphaël, quand on commence à parler recel, ça prend un niveau qui est même supérieur avec les conséquences de la RGPD. Parce que là, on peut commencer à mettre au frais les oranges. Donc voilà, donc ça se passe. On le sait. C'est un marché qui s'apure au fur et à mesure, mais des fois, en tant qu'utilisateur, on ne se rend pas bien compte. C'est-à-dire que moi, en tant que sales, tu vois, je me dis, ah bah, c'est trop cool, j'ai l'email, j'ai le Facebook du mec, j'ai son adresse, j'ai son téléphone mobile, etc., etc. En tant qu'utilisateur, je me dis, mais du coup, attends, si j'ai le téléphone mobile du mec, je peux avoir le téléphone mobile de sa femme. Ou le téléphone mobile, quelqu'un peut avoir le téléphone mobile de ma sœur, et qui va commencer à me poser des questions. Et du coup, où est l'origine? Ah, mais en fait, s'il peut avoir le téléphone mobile de ma sœur, c'est aussi dans ce dark web-là qu'on finance des gens qui font du vol de carte bleue. Donc, le jour où moi, à titre personnel, je me fais voler mon numéro de carte bleue et que je commence à avoir des débits sur mon compte en banque, je commence à être largement moins content de la situation. C'est aussi ce qui se passe malheureusement, le mouvement n'est pas énorme, mais quand ça arrive, il paraît que c'est juste l'enfer. Les gens qui font de l'usurpation d'identité, qui rachètent des données, etc. Donc, il y a tous ces sujets-là, en fait, de données qui sont extrêmement sensibles et que parfois, lorsqu'on est en mode de prospection, on regarde que l'intérêt que ça nous apporte, nous, de dire, bah, OK, je peux faire des ventes, je peux appeler sur téléphone mobile, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et parfois, on oublie, et il n'y a pas de jugement de ma part, on oublie de prendre en compte le fait de se dire, mais d'où vient l'origine des données? Et est-ce que dans l'origine des données, je contribue ou je ne contribue pas? Et après, chacun fait ce qu'il veut. Si j'ai envie d'acheter une paire de chaussures, une contrefaçon de Nike, et que je sais que c'est la contrefaçon de Nike parce que je l'ai payé 25 €, bah, je le fais. Voilà, c'est mon choix, mais je suis en adéquation avec mes propres choix. Bah, c'est pareil pour de la donnée. Il y a aussi ce point que chacun, individuellement, à partir du moment donné où chacun a l'information et qu'il en a conscience, fait son choix de dire bah, je fais ou je ne fais pas. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de jugement de ma part et c'est chacun fait comme il veut et selon ses différentes contraintes. Il y a par contre ce qui joue, c'est au moment donné où l'entreprise est d'une taille un peu plus, on va dire qu'une personne seule ou une start-up avec 2-3 personnes à un certain niveau, une entreprise qui a une certaine structure dessus, là, ne peut absolument plus se permettre de flirter avec des choses qui sont beaucoup plus grises, on va dire ça comme ça. Tout à fait. J'ai une question qui passe de Romain, je ne sais pas s'il est encore là parce qu'il devait partir. Il parlait de l'enregistrement des communications téléphoniques. Est-ce que c'était autorisé ou pas autorisé, avec ou sans consentement? Il parlait de Ringover et d'Aircall. Là, c'est un sujet que je connais bien parce que moi, j'ai bossé pendant 25 ans en institut de sondage. Et effectivement, si tu veux enregistrer, il faut demander le consentement à la personne. C'est comme quand tu es sur Meet, que tu fais une visio et que tu veux l'enregistrer pour former les gens des sales en interne. Eh bien, effectivement, tu vas être obligé de demander le consentement. Alors, ça apparaît très souvent dans les solutions. Quand tu mets en enregistrement, ça, tu vas avoir en haut à gauche, en général, en haut à gauche, un petit écran rouge qui met que c'est en rec pour informer la personne dessus. On ne peut pas faire ça proprement si on n'informe pas la personne du fait qu'elle est enregistrée. Après, il y a des histoires de conservation, mais là, j'ai pas de sujet j'ai pas d'idée même sur le délai de conservation de la data qui est enregistrée. Et je pense qu'il va y avoir aussi des règles. Mais on s'écarte peut-être un peu du
sujet essentiel. Ouais, tout à fait. Je veux juste rajouter un truc parce que tu as dit un point très, très juste que finalement, je ne dis jamais parce que je veux pas faire peur aux gens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui s'est fait, voire quasiment personne qui s'est fait condamner là-dessus. Mais finalement, on le voit bien avec tout le mouvement qu'il y a et ça arrivera un jour. Et il vaut mieux pas être le premier. C'est qu'en fait, il y a des articles dans le code pénal, et c'est ce que tu disais. Alors là, tu parlais de recel. Le recel, tout le monde sait que c'est dans le code pénal. Il n'y a pas de sujet, c'est le recel, c'est l'article du code pénal. Mais en fait, il y a des articles liés à la protection des données dans le code pénal. Donc, en fait, le fait de ne pas respecter structurellement, par exemple, tu parlais de Cambridge Analytica tout à l'heure, donc c'est-à-dire de vraiment prendre les données, de les traiter d'une manière totalement différente, presque dans une forme de corruption de ces données-là. Aujourd'hui, en fait, dans le code pénal, il y a des articles. Voilà. Donc, évidemment, là, on parle certainement de personnes qui auraient une activité qui structurellement n'est pas conforme, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça, c'est important. Parce qu'effectivement, on l'oublie, il y a effectivement le recel, mais il y a même des éléments, au-delà du RGPD, il y a des éléments dans le code pénal français liés à ça. Et là où je suis tout à fait, et là où je reviens par rapport à ce que tu disais, Denis, pour rajouter juste un petit point, tu parlais des sources, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et que notamment l'information, et tout à l'heure je vous disais ça, je vous disais que 90% des gens, non, j'exagère, 75% des gens, ils ont déjà l'opt-out, très bien, mais alors 60% des gens, ils n'ont pas les sources dans leur doc, alors que c'est obligatoire. Et ça, c'est dangereux de ne pas l'avoir, la source. Parce que si vous n'avez pas la source et que demain vous tombez sur quelqu'un qui est véhément et que en plus vous n'êtes pas capable de le démontrer, en fait là vous avez un problème, parce qu'il peut porter plainte à la CNIL très facilement. D'accord. Donc c'est très important de pouvoir. Et il y a un point sur le recel, moi, où je m'étais intéressé au moment donné. C'est qu'en fait, à partir du moment donné où on prend l'exemple de la base LinkedIn qui a été volée, donc la base LinkedIn a été hackée à plusieurs reprises. Donc la base LinkedIn, elle est vraiment hackée. Là, c'est vraiment des gens qui sont rentrés sur LinkedIn, qui ont fait les codes d'accès et qui ont volé les données. Donc là, c'est vraiment du hacking. Et cette base était disponible, je ne sais plus quelle année elle était, peut-être 98, qui est peut-être plus récente. 2018, je pense. 2018, la dernière, il me semble, 2016. Bref, à partir de ce moment-là, c'était revendu dans le dark web. Et ça s'est revendu et je pense que ça se revend encore. Si on parle de recel, il y a un truc qui est assez intéressant quand même. C'est en termes de recel, c'est quel est le risque financier de l'entreprise qui fait ça. Là, c'est juste pour illustrer, pour donner un petit coup de sourire. L'air de rien, l'amende maximum, c'est la moitié de la valeur du bien recelé. La moitié du bien de la valeur recelée. Donc, la question, c'est de se dire, mais LinkedIn, ça vaut combien ? On a une référence. En 2016, LinkedIn a été racheté par Microsoft pour 26 milliards. Donc, la moitié du bien recelé, c'est quand même 13 milliards à l'époque. Donc, ça peut faire une petite amende conséquente. Donc, évidemment, je pense que personne n'aura une telle amende, surtout sur les gens qui font du recel dans le dark web. Mais voilà, c'est juste pour illustrer, en fait, de ce que ça peut représenter comme protection, en fait, sur le vol de données et le fait de revendre des données qui sont volées. Et là, c'est pareil, hein. C'est pas forcément la personne qui a volé, c'est la personne qui revend les données. C'est comme quelqu'un qui vole une télé, c'est le voleur. Celui qui recèle, c'est celui qui vend la télé du voleur. Donc, quelqu'un qui revend des données qui ont été volées, c'est un receleur. Donc, ça rentre dans ce cadre-là du pénal que tu évoquais dessus. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut… alors, c'est peut-être sans transition et éventuellement avec des transitions, parler un petit peu des outils qui permettent d'avoir des données, d'enrichir, etc. Tu voulais rajouter quelque chose, Raphaël, avant qu'on avance ? C'est lié aux outils, ce que je voulais rajouter, donc là, comme ça, tu auras ta transition. C'est justement, on parle de tous ces dangers. Et tout à l'heure, Denis parlait du fait qu'on doit, que en tant que sous-traitant, vous avez vraiment une obligation particulière, très spécifique. Et en fait, vous avez l'obligation de contrôler votre prestataire technique. Donc, vous avez l'obligation de vérifier qu'ils sont conformes. Et on parlait tout à l'heure de chaîne de responsabilité, c'est vraiment ça. Et c'est tout l'intérêt là, du sujet qu'on va avoir, c'est quel type d'outils peuvent être conformes, mais comment je le sais aussi, comment je les identifie, quels sont les risques si je ne le fais pas. Parce que voilà, c'est très important de pouvoir contrôler ces prestataires. Ça vous permet de savoir ce qui peut se passer avec ces data. Ça vous permet de savoir s'il y a des transferts dans l'Union européenne, pas forcément dans l'absolu interdit par principe, mais peut-être autorisé dans certains cas. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, c'est important, effectivement, de connaître notamment les outils qui sont bons. Et c'est important aussi d'être suffisamment bien conseillé pour pouvoir savoir, notamment quand on met en place de nouveaux produits, quand on met en place de nouvelles fonctionnalités, on va avoir de nouveaux outils, savoir si ces outils sont conformes. Parce que si vous ne le faites pas et que demain, il y a un problème chez eux, c'est votre poire. Je donne juste un micro-exemple. Vous avez un
prestataire technique qui fait la gestion de la paye. Il y a une violation de données chez lui. Il n'avait pas mis en place tous les éléments de sécurité. Il n'y avait pas les documents contractuels qui allaient bien, etc. Vous n'avez jamais fait ce contrôle de conformité. Eh bien, le problème, c'est que c'est vos salariés. Donc, c'est déjà à vous de faire l'information auprès de la CNIL et des salariés. Déjà, c'est pas terrible. Et c'est vers vous que la CNIL va venir en premier. Et après, vous pourrez toujours aller vous plaindre auprès du prestataire. Vous pourrez clairement partir en contentieux pour essayer de partager les risques. Pas de problème. Mais la réalité, c'est que si vous avez contrôlé en amont, ce n'est pas le cas. Voilà. Déjà, une première introduction, c'est le fait d'indiquer que c'est RGPD. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites web sur lesquels on va trouver qu'il y a un logo qui dit que c'est RGPD, que c'est aux normes RGPD, etc. C'est un peu comme le port salut. Ce n'est pas parce que c'est écrit dessus juste sur un site web que ça l'est, que ça a été fait, etc. D'ailleurs, on peut assez vite se rendre compte que des sites sur lesquels c'est marqué il y a un petit logo RGPD, 2-3 petites choses à savoir. Il suffit de regarder d'abord s'il y a les cookies. Donc déjà, c'est un premier indicateur parce qu'une entreprise qui met un logo RGPD sur son site mais qui n'a pas de cookies, déjà, il y a un problème dessus. Le deuxième élément, s'il n'y a même pas de mention légale. S'il n'y a pas de mention légale, vous êtes à peu près certain qu'il y a 0 données qui soient RGPD. Et puis, il y a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont RGPD, donc ils sont RGPD sur ce qu'ils font eux avec leurs prospects et leurs clients. Donc leur propre CRM, leur base, le fait de vous retirer de leur propre base de CRM, etc. Oui, tout cet aspect-là est RGPD. Après, il y a la donnée qui est le sujet de leur solution, de la solution de l'entreprise qui fait de la donnée ou de l'enrichissement. Là, une des premières questions, c'est quelle est l'origine des données? Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Je vais vous donner un exemple. En 2019, donc la CNIL en fait un certain nombre de contrôles dans l'année. Ils ont un niveau qui est au-dessus du contrôle, qui est l'audition. L'audition, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et en 2019, la CNIL a fait 18 auditions d'entreprises. Il y a 18 entreprises qui ont été auditionnées. Et il se trouve que Drop Contact a été auditionné en 2019 sur demande de la présidente. Et donc, forcément, quand on reçoit un petit courrier de la CNIL, en l'occurrence, ce n'est pas un courrier, c'est plutôt un pavé qui fait 10 cm de haut, hors recommandé évidemment avec tous les cachets. C'est une audition qui est un tout petit peu sérieuse. Et donc, la première chose, quand on est arrivé en audition, il y avait 3 développeurs, il y avait 2 personnes au juridique. Donc, ils ont signifié qu'il n'y avait aucune plainte qui était déposée sur Drop Contact, mais qu'ils ne pouvaient pas nous indiquer pour quelle raison la présidente avait voulu auditionner Drop Contact. À l'époque, on devait faire 100 000 € de chiffre d'affaires, on était 2 dans la boîte. Donc, il y avait quand même une question de ma part qui était d'essayer de comprendre. Il me dit, voilà, il y a 2 choses qu'on veut savoir. 1, on veut avoir accès à vos données, voir votre base de données. Et 2, on veut connaître l'origine de vos données. Ce à quoi on a répondu qu'on n'avait effectivement pas de base de données. Donc, quand on leur a démontré, qu'on leur a prouvé qu'ils ont compris comment fonctionnait Drop Contact, je ne vais pas dire qu'ils étaient un peu soufflés, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment quelque chose de très différent sur Drop Contact par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Et donc, ça s'est extrêmement bien passé. C'est pour ça qu'on a une vraie connaissance de beaucoup de choses sur la RGPD suite à cette audition-là. Et la vraie question, c'est quelle est l'origine des données ? Et on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, il y a un élément qui est important lorsqu'on utilise des données en tant que personne qui fait de la prospection en B2B, c'est de connaître l'origine des données. C'est vraiment un des points qui est fondamental pour pouvoir vous couvrir sur cet aspect-là dessus. Tout à fait. Pardon, vas-y. Je voulais aussi parler du type d'email. Dans le type d'email, en fait, que vous allez pouvoir utiliser pour du B2B, tout ce qui est email de type générique, donc contact, sales, info, etc., pour le coup, sont totalement RGPD. Par contre, ils n'ont aucun intérêt au niveau prospection B2B, parce que si vous envoyez un email à contact pour faire de la prospection, il y a peu de chances que quelqu'un le lise ou que vous ayez une réponse ou que vous touchez la bonne personne. À partir du moment donné où vous avez des emails qui sont pro, ça veut dire qu'ils ont un nom de domaine professionnel de l'entreprise, pas des Gmail, Yahoo, Hotmail, puisque là, sinon, c'est du B2C, et qui sont nominatifs, à ce moment-là, vous allez avoir des bons taux d'ouverture, des bonnes réponses, et vous aurez des emails de qualité qui seront conformes à la RGPD, en suivant effectivement la recommandation qu'on évoquait tout à l'heure avec Raphaël, faciliter le fait que les gens puissent opt-out et que vous soyez dans l'intérêt légitime, et aussi préciser l'origine de la data. Et voilà. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ces éléments-là et de les appliquer. Il y a une foultitude d'outils. Il y a des outils français. La France est plutôt bonne sur tous les outils de scrapping, de growth hacking, d'enrichissement, etc. Il y a pas mal d'entreprises. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont étrangères. Il y a des entreprises qui sont dans des lieux plus, comment dire,
moins accessible pour la CNIL, malgré tout, on va dire ça comme ça pour le formuler. C'est une formulation je trouve plutôt pas mal, je pense que Raphaël est un peu d'accord avec moi. Et donc voilà, c'est vraiment le point de chacun où il en est, de comment il veut respecter et comment il souhaite finalement bien dormir et faire une belle prospection en conformité avec les RGPD. Particularité de Drop Contact, là, comme je disais, c'est que c'est vraiment dans l'ADN, dans la construction du produit dès le début. Et je me souviens au départ, donc en 2016, quand je suis arrivé sur le marché, je commençais à expliquer tous les aspects qu'on met en place, qui n'étaient pas de travailler avec une base de données et de travailler uniquement sur de l'algorithmie, parce que pour moi, une base de données, c'est obsolète, très vite. L'obsolescence de données est une vraie complexité. Et donc, on a construit le produit finalement vraiment dans cette logique-là dès le départ. Et ensuite, effectivement, quand la RGPD est arrivée, du coup, on allait vraiment dans cet aspect-là. Et moi qui fais partie un peu de l'écosystème français des gros hackers, il y a beaucoup de gens au départ sur le gros hacking qui disent oui, non, mais ça, c'est pour nous embêter, on s'en fiche, c'est rien, machin, etc. Et que moi, j'avais ce discours depuis le début. On disait, Drop Contact, c'est la seule solution qui est 100% RGPD parce que c'est de l'algorithmie et une base de données. On voit qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup de clients qui viennent sur ce fait-là parce que c'est un sujet qui devient important et qui devient de plus en plus important en fait là-dessus. Donc, toutes les données récoltées. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, je pense, Raphaël, ou on passe aux questions-réponses? Tout à fait. Je veux rajouter des éléments pour que vous compreniez bien les enjeux effectivement dont on parle, notamment, tu parlais tout à l'heure de labels qui peuvent être mis en ligne. En fait, il faut savoir, et je reviens à ce qu'on disait au tout début, le RGPD aujourd'hui, et comme je vous disais, le risque, il est plutôt client, que ce soit B2B ou B2C. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Et donc, si vous dites que vous avez un label RGPD, que vous mettez en ligne, alors que vous n'êtes pas conforme, que vous dites à vos clients que vous êtes RGPD conforme et compagnie, et que ce n'est pas vrai, en fait, le problème, c'est que c'est des engagements contractuels. Et ça, c'est important. Et ça peut être considéré comme un élément essentiel. Donc, ça peut être problématique pour la suite. Typiquement, ça peut être un moyen pour casser le contrat, par exemple. Imaginons, vous pouvez perdre des clients. Et donc, en termes de croissance, c'est quand même pas terrible. Et même, on peut par moment demander des dommages et intérêts pour faute, etc. Imaginons. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que nous, pour le coup, on fournit un label à nos clients qui peuvent mettre en ligne, parce que justement, nous, on est là pour satisfaire, pour garantir que la structure elle est vraiment conforme, c'est pas un vieux label qu'on trouve en ligne, qu'on va mettre sans avoir fait aucune recherche et aucune vérification. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, si vous engagez sur quelque chose, en fait, vous engagez contractuellement. Et donc, on ne peut pas s'engager sur des choses qu'on ne fait pas. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment, ça me fait penser à quelque chose que je vois au quotidien. C'est que, en fait, contrairement à une idée reçue, le RGPD, c'est d'abord du droit, en fait. Et c'est même essentiellement du droit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la sécurité, mais si vous avez demain un problème avec la CNIL, vous n'allez pas voir c'est pas le DSI qui va faire tous les rapports et qui va faire tous les éléments liés à la conformité. Donc en vrai, ce qui est important, c'est qu'il y a un peu cette confusion, encore une fois, de certaines personnes qui pensent que, par exemple, je suis conforme parce que ma sécurité est conforme. Et moi, j'en ai plein des prestataires comme ça qui se disent, non, j'ai fait tout ce qu'il fallait en termes de sécurité, donc je suis conforme à RGPD. C'est pas vrai. Si tu n'as pas contrôlé tes transferts, si tu n'as pas contrôlé tes prestataires, si tu n'as pas toutes les informations qui vont bien, si tu ne vérifies pas tes cookies, ceci, cela, tu n'as pas ton registre, tout ce que vous voulez, non, tu n'es pas conforme du tout, en fait. Et la réalité, je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est que la réalité, c'est que typiquement, quand vous allez contrôler un prestataire technique, parce que c'est quoi le contrôle? Jamais de la vie, vous allez aller chez OVH faire un audit technique avant de le recruter. Quand vous prenez OVH pour votre site, vous prenez OVH pour votre site, et sur le site web, il s'engage contractuellement à être RGPD compliant et à respecter la sécurité. Donc le contrôle, c'est pas ça. Jamais vous allez auditer la sécurité de l'outil. Ce que vous allez vérifier, c'est typiquement, juridiquement, est-ce que tu as pris les éléments pour m'assurer que tu es conforme? C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et ça, c'est important, parce que c'est une confusion pour beaucoup de gens. Et nous, ça nous arrive, on nous dit, mais non, je suis conforme, je suis nickel conforme, j'ai fait la sécurité, ou alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, Denis, c'est assez lié, c'est non, je ne suis pas concerné par le RGPD, parce que ce n'est pas moi qui ai la data. Non, en fait, la data, ce n'est pas parce qu'elle est hébergée chez votre prestataire à vous, que ce n'est pas vous, en fait, qui traitez la data. C'est quand même vous, auprès de votre client, qui est le responsable. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas être soumis au RGPD. Ils le sont. En fait, il y a vraiment ça. Il y a cette notion-là en fait, de la personne qui gère et de la personne qui est le sous-traitant.
C'est-à-dire qu'en gros, si tu mets dans ton CRM, je ne sais pas Drive, HubSpot, Salesforce, c'est un sous-traitant. Donc, eux n'ont pas une responsabilité sur la data, eux, ils ont une responsabilité sur la sécurité, sur les normes, sur ne pas exploiter des données, etc. Mais c'est toi, en tant qu'entreprise, qui met des données dans le CRM et la RGPD de ces personnes-là, c'est lié à effectivement ton entité à toi. Et un autre sujet aussi complémentaire, alors là, c'est plus pour les gens qui sont plutôt en création d'entreprise ou qui sont plutôt sur les aspects de… Il y a Hugo qui vient d'arriver. C'était à 14h, Hugo, le début. Il y a vraiment cet aspect de je veux faire des économies, donc en fait, je vais prendre des CGU à droite, je vais prendre une copie de contrat de travail à gauche, ça n'a pas beaucoup de valeur, etc. Alors, tous ces éléments-là, ça, c'est mon expérience un petit peu plus ancienne, puisque là, vous avez pas remarqué que j'ai un petit peu plus de 25 ans, et donc quelques entreprises, c'est que souvent, on essaye de faire ça au début, et ça revient souvent beaucoup plus cher, parce que ne pas avoir des bons contrats de travail, ne pas avoir des CGI qui soient appliqués, ne pas avoir une révision RGPD, et je dirais pas au minimum, mais d'avoir fait quelque chose dans les règles de l'art, ça ne vous protège pas du tout. Ça peut même vous poser des inconvénients. Donc, c'est important aussi que ces phases-là, au niveau juridique, et là, je suis plus large que les RGPD, et ça, c'est mon expérience qui en parle, hein, parfois, effectivement, on se dit oui, non, mais ça ne vaut pas la peine, je n'ai pas les moyens, etc. En fait, c'est extrêmement important d'avoir au moins mis ça en place parce que ça permet de dormir vraiment beaucoup mieux. Et ça permet du coup d'être focus sur son business parce que le jour où il y a quelque chose qui apparaît sur la RGPD ou qui apparaît sur un contrat de travail, etc., ça devient vite l'enfer. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse et ça, c'est du Non, mais vécu. je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis est très juste et je compléterai sur un point qui est hyper important. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup dans un écosystème économique de services de services et donc numériques. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, aujourd'hui, le business, il est énormément lié à la data. Et donc, en fait, si vous y prenez pas le plus tôt possible, bah, peut-être qu'il y a un problème business et vous allez peut-être le payer plus tard. Et donc, ça, c'est hyper important, effectivement, de s'assurer déjà si ce qu'on fait, c'est possible. Parce que c'est potentiellement pas toujours le cas. Et donc, alors, Hugo, justement, pour répondre à ta question, moi, j'ai pas de problème de dire les questions. Tout le problème, c'est toujours ça le sujet avec le juridique, c'est que les questions, par exemple, tu vas avoir est-ce que vous avez votre DPA, Data Processing Agreement, c'est en gros un document obligatoire que tu dois avoir avec tes sous-traitants. Est-ce que tu as un registre sous-traitant? J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as ta liste de sous-traitants? Est-ce que tu peux me la démontrer? Est-ce que tu as contrôlé tes sous-traitants? Démontre-le-moi. Et en fait, le problème, alors évidemment, je prêche pas ma paroisse, mais c'est une réalité, c'est que tu peux poser ces questions, mais si tu ne sais pas les interpréter après, bah, en fait, tu ne pourras pas le savoir. Tu as besoin, pour le coup, effectivement, de quelqu'un. Par exemple, on te fournit un DPA, c'est un document contractuel. Si dedans, bah, en fait, il y a des choses qui ne sont pas légales, tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas spécialiste. C'est tout le problème. Nous, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'en fait, nos clients, ils nous disent sur notre plateforme en ligne, ils nous disent j'ai tel prestataire, tel prestataire, tel prestataire. Hop, nous, on appuie sur un bouton, ça suit avec on a une liste de 200 prestataires. On sait s'ils sont conformes, pas conformes, s'il y a une action à faire parce qu'ils sont situés aux États-Unis ou pas, etc. Et donc, en fait, tu appuies sur le bouton, tu sais tout de suite si tes prestataires ils sont conformes ou pas. Et en plus, la question, c'est après, qu'est-ce que je fais s'ils ne sont pas conformes? Parce que ça arrive souvent. J'ai un prestataire, je me suis aperçu qu'il n'était pas conforme. Donc, maintenant, il faut peut-être que je pose des questions, il faut que j'aille plus loin. Et donc, souvent, nous, en gros, par exemple, on a notre liste, on va savoir, OK, il est conforme. OK, il n'est pas conforme. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'est pas conforme? Et là, il y a deux options. Soit tu gardes le prestataire, mais tu gardes un risque. Clairement, il y a un risque pour toi qui est indéniable. Parce que maintenant que tu l'as contrôlé, tu sais qu'il n'est pas conforme. Alors là, tu ne peux pas mentir en cas de contrôle. Et la deuxième option, qui arrive souvent, c'est qu'en fait, ton prestataire lui-même n'était pas au courant qu'il n'était pas conforme parce que justement, il pensait qu'à l'aspect technique. Et donc, en fait, il va se dire, OK, je me mets conformité, reste chez moi, s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas envie de perdre le client. Voilà. Mais il y a un troisième cas aussi, tu changes de prestataire. Et tu changes de prestataire s'il y a une alternative. Non, mais tu as raison. En sachant qu'en plus, il faut savoir que la CNIL, là-dessus, et je peux la comprendre, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'alternatives, et notamment françaises, on en parlait tout à l'heure. Donc, typiquement, c'est compliqué de dire à la CNIL, ah non, il n'y a pas d'alternative, ou alors ça coûte trop cher, etc. En réalité, c'est pas audible, je pense. Je pense que la CNIL, je pense que c'est pas audible pour la CNIL. Non, c'est pas audible. La CNIL, elle va dire, tu avais le cas contrôlé, tu avais une alternative, tu n'avais qu'à changer en fait. Et donc ça, c'est hyper important. Donc oui, vous pouvez poser ces questions-là. Est-ce que tu as un DPA? Est-ce que tu as un registre sous-traitant? Est-ce que tu as contrôlé tes prestataires, etc. C'est déjà pas mal s'ils peuvent vous le répondre, mais ça ne permettra pas
pour vous, je pense, malheureusement, d'être certain qu'il est conforme. Le DPA est déjà un point important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de DPA. Donc, en fait, sur ton DPA, c'est le fait. Non seulement ils peuvent en avoir, mais surtout, ils ne sont pas souvent accessibles. Et c'est justement, là, tu rebondis là-dessus. Mais tu vois, nous, quand on a fait la mise en conformité, on a fait le registre, on a pris tous les DPA, etc. Je peux dire qu'on s'est amusé dans certaines entreprises pour trouver où était le DPA parce qu'en fait, des fois, il est sur le site, des fois, il n'est pas sur le site, des fois, il faut que tu fasses la demande, des fois, il faut que tu remplisses un DocuSign que tu signes et qui contresigne, qui te renvoie 3 jours après, etc. Donc, la récupération des DPI, des solutions que tu utilises, est en soi déjà un travail à faire, mais qui permet déjà d'être un assez bon filtre. Et le DPI doit être signé, donc soit signé, soit case à cocher, soit différentes normes. Mais effectivement, à partir du moment donné, il y a la double signature sur un DPI sur ton sous-traitant. Déjà, tu as passé une grosse première étape de filtre qui peut commencer déjà à sacrément te rassurer dessus. Et d'ailleurs, c'est assez flagrant parce que dans les différents outils j'en cite évidemment aucun, mais tu as des outils, tu vas sur le site, tu mets ton email, tu payes, point barre, c'est terminé. Tu vois, et même sur des boîtes françaises, et tu n'as jamais vu passer un seul message de DPA, il n'y a pas de DPA, ça n'existe pas, il n'y a pas d'engagement. Et le point qui est important aussi que tu évoques, c'est effectivement l'aspect contractuel. L'aspect contractuel est un élément juridique qui est extrêmement important à partir du moment donné où les deux organismes ont signé. Et ça, c'est ce qui fait foi, en fait. À partir du moment donné où ton prestataire a signé son DPA, déjà, lui est engagé sur une certaine responsabilité, beaucoup plus forte que juste s'il a rien fait, que tu as juste payé sur son site. Donc ça, c'est un point important. Et effectivement, c'est Hugo qui a lancé, parce qu'on le temps est un peu passé, parce qu'on a un petit peu dépassé l'horaire. Mais du coup, on peut prendre les questions. Donc là, je vois qu'il y a Hélène. Si vous avez d'autres questions, de les poser maintenant. Donc Hélène, sur le stockage des données, sommes-nous autorisés à stocker les infos non URL récupérées dans notre CRM tant que respecte une durée de 3 ans? Oui. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment donné où les données, c'est pour l'usage de ton entreprise, donc tu es dans ce qu'on disait tout à l'heure, en B2B, intérêt légitime, et que tu vas contacter les personnes, là, pour le coup, oui, ça rentre dans un. Par contre, ce que tu n'es pas autorisé à faire, c'est par exemple vendre ces données. Donc, si tu prends ces données-là, tu les stockes dans ton CRM à toi, la RGPD s'applique, et toi, tu ne vas pas pouvoir vendre ces données. D'ailleurs, il y a des pays qui ont complètement arrêté. Raphaël en parlait tout à l'heure, par exemple, de l'Allemagne, qui a toujours été plutôt en avant sur la protection des données. Ce qu'on appelle toujours d'ailleurs des routeurs d'email ou de solutions comme ceci. C'est un métier qui a totalement disparu en Allemagne. Ça n'existe plus. En Allemagne, tu ne peux plus du tout ni acheter de données allemandes, ni faire router quoi que ce soit. Plus personne ne fait ça en Allemagne. Et je pense qu'au fur et à mesure, enfin, c'est pas je pense, je suis complètement convaincu qu'au fur et à mesure des mois et des années, c'est quelque chose qui va effectivement devenir de plus en plus rare, en fait, la revente de données. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Juste un point très important. Ça vous autorise effectivement à faire de la prospection et n'oubliez pas l'information parce que, encore une fois, on oublie l'information. L'information et de la source est hyper important parce que vous allez tomber sur des gens qui vont dire comment vous avez une data. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour, Denis, ça va t'amuser. C'est qu'il y a quelqu'un, nous, on met bien la mention et notamment, on dit qu'on peut avoir via des outils autorisés par la CNIL comme Drop Contact et les gens disent comment vous l'avez eu, c'est pas possible, c'est interdit, etc. Donc, comme ça, vous pouvez le reposer, c'était écrit, j'ai bien tout informé, il n'y a pas de problème. Donc l'information, c'est important. Ça calme quand même 99% des haters. Ça, c'est un point. Et le deuxième point qui est quand même très important, il ne faut pas oublier, c'est que c'est effectivement, on parle de la conformité B2B, c'est indéniable, mais ce n'est pas parce que là-dessus, vous avez ce qu'il faut que vous êtes conforme. Si après, vos outils, les autres outils ne sont pas conformes, si vous n'avez pas fait le transfert des prestataires, des transferts hors UE, que vous n'avez pas fait le contrôle des prestataires, etc., vous n'êtes pas conforme en tant que tel. Donc, vous ne serez pas tapé sur la prospection, mais vous serez tapé sur autre chose. Il y a encore pas mal de choses qu'ils rajoutent à ça. Et là, on ne va pas tout scroller dessus parce que le RGPD, je ne vais pas dire que c'est un truc sans fond, mais pas mal. Typiquement, tu vois, par exemple, les gens qui ont accès aux données, les salariés qui ont accès aux données. Il y a un point qui est très important, c'est les salariés qui ont accès aux données, qui a accès aux données, quelles sont les sécurités pour l'accès aux données. Typiquement, par exemple, le fait que les gens puissent accéder juste avec un login mot de passe et que le login soit jamais changé sur ton CRM, en soi, est un problème. Donc, tu dois avoir à l'intérieur de ton entreprise un certain nombre de choses aussi qui vont définir qui a accès, que les mots de passe sont changés, on appelle ça des politiques. Des politiques de sécurité tous les combien le mot de passe est changé, quelle est la longueur du mot de passe, c'est de la double connexion, etc. Donc, c'est des points importants. D'ailleurs, on se rend compte, si vous suivez un petit peu l'actualité du dark web, que assez souvent,
des données qui se retrouvent dans le dark web sont des anciens salariés ou des personnes qui avaient accès avec des mots d'accès, des mots de passe d'accès qui n'étaient pas suffisamment protégés. Et je rebondis aussi, Hélène, sur ta question, parce que ça, c'est vraiment une conviction très personnelle. C'est le fait d'avoir toutes tes données dans ton CRM est une des meilleures choses qui puisse exister. Et pour moi, c'est la meilleure pratique à faire. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment donné où tu as toutes tes données dans ton CRM, quelles qu'elles soient, et que ton CRM est entre guillemets, ton hub, ton point de départ, ça permet d'abord de consolider toutes les informations que tu peux avoir à droite, à gauche, au milieu, et puis surtout d'éviter le cas qu'on évoquait tout à l'heure, que dans ton CRM, tu indiquais que la personne s'était désabonnée. Or, si tu n'avais pas mis toutes tes données dans ton CRM, mais que ce n'est pas relié, que tu as une autre base de données dans un fichier Excel qui envoie des emails, tu risques de re-shooter. Donc, avoir toutes ces données à un seul endroit est la meilleure solution. Et le CRM, pour moi, est le point crucial, le hub dessus. J'ai juste un dernier truc là-dessus, excuse-moi. C'est que la suppression des données après 3 ans, attention, en fait, suppression, ce n'est pas le bon terme qu'on utilise tout le temps, avec moi le premier. Ce n'est pas suppression, parce que si vous supprimez et que la CNIL vient demain et que vous devez démontrer que vous respectez le RGPD, vous n'avez plus rien. En fait, suppression, ça veut plutôt dire interdiction de continuer la prospection pour les personnes qui ont soit dépassé ce délai, soit sont en opt-out. Donc, conservez votre base opt-out, conservez-la, et vous pouvez la conserver comme un bon moment pour pas qu'on puisse vous embêter. D'accord ? C'est marrant, c'est qu'il y a des gens qui disent de se désabonner et tu leur demandes du coup quelle est ton adresse email. C'est assez rigolo parce que du coup, en même temps, tu as eu un échange dans une plateforme qui est une boîte mail. Donc, il y a quand même des traces d'une donnée à un moment donné, ce qui est un élément. Mais ça, alors je dévoile un petit peu un scoop, mais aujourd'hui, le fait d'être 100% RGPD est un peu compliqué dans le sens où, par exemple, tu as les données dans ton CRM, comme l'évoquait tout à l'heure Hélène, et on va dire que tout est consolidé. Quelqu'un se demande de te désabonner, donc tu l'as désabonné, il n'est plus présent, il demande de retirer toutes ces données. Sauf que dans la boîte mail du téléphone mobile de ton commercial, il y a les emails avec son numéro de mobile, avec plus d'informations. Et bien sûr, tu ne l'as pas supprimé, tu n'es pas allé voir tous tes collaborateurs pour supprimer les données. Et ça, c'est quelque chose que va sortir Drop Contact d'ici 2 ans. C'est le fait qu'automatiquement, quand quelqu'un va supprimer une donnée à un endroit, ça sera répliqué partout et ça supprimera tous les éléments en créant le document parce que c'est l'architecture qu'on a aujourd'hui qui est très à la pointe là-dessus. Mais bon, là, je vous présente un petit peu l'avenir. Mais là, tu dis un point très important, excuse-moi, et après on peut passer à cette question, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est effectivement très important, même si c'est plutôt lié à la conformité générale, et dans lequel il y a la B2B. Mais c'est qu'en fait, effectivement, même à partir de 5 salariés, c'est fini, vous ne pouvez pas savoir ce que font vos salariés. D'accord ? C'est impossible. Et le RGPD, il y a notamment ce que font vos salariés. Ils peuvent télécharger une base, la mettre sur l'ordinateur, etc. Et ça, c'est impossible de le savoir. Voilà. Nous, on est 10, je ne sais pas du tout. C'est impossible pour moi d'aller derrière les ordinateurs de tous mes salariés et de savoir ce qu'ils font. C'est impossible. Puis en plus, ça doit être extrêmement anxiogène. Donc, comment on fait ? La seule chose là-dessus, c'est de la sensibilisation. C'est de la sensibilisation. Voilà, nous, par exemple, on fournit des quiz hyper fun qu'on envoie 2 fois par an aux clients. Ils ont un lien, les salariés, ils y vont en telle période, hop, ils répondent à 15 questions, on regarde le résultat, est-ce que c'est bon ou pas ? On essaie de faire des trucs très pratiques, pas du RGPD formation basique, voilà, du truc très pratique comme typiquement ce qu'on disait, si on me dit d'arrêter l'opt-out, est-ce que je dois supprimer la base ? L'erreur bête. Alors, on peut peut-être avancer rapidement parce qu'on arrive. On a encore quelques questions. Donc, toutes les données récoltées sur les plateformes légales et en ligne, hors d'un web, est considérée comme légale car accessible sur la recherche. Donc là, la question, c'est est-ce que j'ai le droit de scraper des données publiques en ligne Alors, légal ne veut pas dire public. Hein. Ouais. Mais tu as raison, si c'est public, déjà, il n'y a pas de problème. Si c'est. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle légal. Parce que malheureusement, vous avez des structures, et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, légal, c'est impossible de le savoir, de vraiment de le contrôler. On peut vous dire, le client, le prestataire, il va vous dire je suis légal, il ne l'est peut-être pas. D'accord ? Donc, c'est pour ça que vous avez, vous, l'obligation de le contrôler et vous ne pouvez pas vous exonérer. Donc, ce n'est pas parce que vous utilisez un outil que vous ne devez pas quand même faire cette vérification-là. Et ça, c'est fondamental. Alors, je ne sais pas si c'est l'outil, peut-être que Colline peut compléter la question, mais en tout cas, sur les données qui sont publiques, qui apparaissent effectivement dans les moteurs de recherche et publics, en fait, il y a eu plusieurs procès de LinkedIn. D'ailleurs, on sort un article prochainement assez large sur toutes les conformités, le scrapping légal, illégal, et RGPD, pas RGPD, base de données, etc. Il y a eu effectivement un procès de LinkedIn aux États-Unis avec une entreprise que l'entreprise a gagné, donc sur la légalité de scraper des données publiques. Il y a eu appel, il y a eu
de la même manière, ça a été confirmé comme étant légal. Et dernièrement, je crois que c'était il y a moins d'un mois, ça a encore été confirmé comme étant légal. Donc, en l'état actuel, il semble que tous les éléments disent que de la donnée publique peut être scrappée. Bien sûr. La différence quand même, c'est que si c'est de la donnée publique accessible sans login mot de passe, c'est de la donnée publique. Si vous accédez sur login mot de passe, par exemple avec LinkedIn ou d'autres bases de données, là, vous rentrez dans un autre contexte qui est les conditions générales d'usage. Et là, ce n'est plus la loi qui va s'appliquer, mais c'est les conditions générales d'usage vis-à-vis de la plateforme sur laquelle vous avez un compte dessus. Oui, en sachant que pour préciser juste sur la scrapping, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est par essence pas conforme et pas autorisé. En fait, le scrapping, c'est d'abord une question qui n'est pas du RGPD, encore une fois, c'est autre chose, c'est une question plutôt de propriété intellectuelle. Prenons une base publique, et tu as raison, les CGU peuvent interdire le scrapping, mais en fait, elles ne l'interdisent pas parce que finalement, c'est dangereux. Finalement, le scrapping, ça va être uniquement faire avec un ordinateur ce que je peux faire avec la main. En fait, ce qui pose problème avec le scrapping, et notamment pour des bases privées, mais bases publiques, c'est pareil, c'est que je ne respecte pas c'est que je peux contrefaire une base de données. Une base de données, c'est protégé par la propriété intellectuelle. Et si je scrape, je peux prendre une base de données. Et voilà. Donc, en fait, c'est plutôt ça le problème. D'accord. Donc, est-ce que le scrapping est légal ou pas? En fait, ça dépend. Ça dépend des situations. Ça dépend de la proportion. S'il est public, s'il est public, en l'état, s'il est. S'il est public, oui, mais attention à ce que tu scrapes. Si tu scrapes une grande partie de la base, bah là, tu es dans la contrefaçon. Pareil, c'est du pénal. Ouais. Exactement. Du coup, autre question de Colline. Qui surveille? En France, c'est la CNIL. Qui intervient? C'est la CNIL. Sur plainte de dénonciation, c'est la plupart des cas. C'est globalement, tu peux avoir la CNIL qui va rentrer sur un sujet particulier pour des raisons, on pourrait dire un peu politiques. Mais l'essentiel, effectivement, c'est sur dénonciation ou sur plainte. Moi, je sais que, par exemple, la boîte dont je parlais sur les repas, c'est effectivement des repas dans les entreprises. C'est qu'en fait, ils envoyaient des emails en gros volume, que quand les gens demandaient à être désinscrits, ils ne faisaient pas de désinscription. Et du coup, c'est remonté à la CNIL. Alors, j'imagine, mais peut-être que je me trompe, j'imagine qu'ils ont dû taper assez fortement sur quelqu'un qui était peut-être un peu plus proche de la CNIL que d'autres personnes, et c'est remonté peut-être un petit peu plus vite sur le sujet, mais j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, oui, c'était sur dénonciation. Et la plupart des cas de figure qu'on voit, c'est ça. Il y a une émission d'Élise Lucet, par exemple, qui était sur les données personnelles. C'était l'année dernière, je crois, en mai. Bah oui, il y a un an, enfin à peu près un an, qui était sur les entreprises qui fournissent des numéros de téléphone. Donc, elle avait fait, il y avait plusieurs entreprises, dont des entreprises étrangères, je pense à Loucha qui est en Israël, ou des entreprises françaises. Et effectivement, ils avaient démontré qu'ils avaient vraiment pris un compte. Ils avaient démontré qu'ils trouvaient les numéros de téléphone mobiles des gens qui pouvaient les appeler, dont le directeur de la BRI, le directeur de la sécurité, ils avaient trouvé des lignes privées, numéros de téléphone mobile, de lignes privées de la sécurité nationale française. Enfin bon, ils avaient montré tout ça. Et à l'origine, c'est effectivement une personne qui a contacté Élise Lucet en disant, voilà, je peux avoir toutes ces données-là. Là, c'était pas une plainte, c'était une dénonciation de cette possibilité-là. Et la personne, a priori, dans ce qu'il disait lui, c'était sur le fait que ça allait trop loin et que ça pouvait avoir des conséquences non prises. Donc après, c'est Élise Lucet, donc c'est un schéma très particulier. Et il y a d'autres entreprises, effectivement, celle des repas, c'est sur plainte que ça s'est passé. Donc en général, oui, c'est des cas de plainte et de dénonciation. Oui. C'est pas au hasard qu'ils non, arrivent. Non, c'est jamais au hasard. Et je préciserai un point, c'est que aujourd'hui se créent des assos, et je pense à une super asso. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien quand même que ça existe. Il y a une asso qui s'appelle NOIB, None of Your Business. C'est une association qui a maintenant pour vocation et qui s'applique dans toute l'Europe et qui attaque les sociétés qui ne respectent pas. Il n'y a pas si longtemps, ils ont attaqué 150 structures pour utiliser Google Analytics. D'accord. Donc, c'est son activité, son essence, c'est de faire respecter le droit de la protection des données dans toute l'Europe. Et c'était en France, les 150. Donc, ils n'hésitent pas à y aller. Donc, il y a aussi ça. Et juste pour finir sur le risque, c'est que, encore une fois, et c'est bien pour ça que je dis depuis tout à l'heure que le risque, il n'est pas CNIL numéro 1. La CNIL, elle ne vient que sur dénonciation, effectivement. Elle ne vient que si elle commence à recevoir plusieurs trucs. Elle va venir Et donc, c'est pour ça que le risque numéro 1, il est vos clients d'abord, parce que vos clients, eux, ils vont peut-être être en B2C ou peut-être avoir des données très spécifiques dans lesquelles il y a une sensibilité qui est beaucoup plus forte que la vôtre. Et donc, ça vous impose d'avoir cette exigence parce que sinon, vous mettez le risque sur eux. Et donc, en fait, si vous ne le faites pas, vous perdez le client. C'est vraiment très important, ce point-là. Mais il y a aussi un autre truc,
c'est qu'il y a, alors j'aime pas tellement ce terme, mais je pense qu'il exprime beaucoup de choses, il y a le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pose problème, c'est quand on reçoit des messages sur LinkedIn, quand on reçoit des emails, quand on reçoit des appels, etc., c'est le côté saturation. C'est-à-dire qu'en gros, si tu me contactes 50 fois pour me proposer un truc qui ne m'intéresse pas et que tu continues à m'envoyer des emails, évidemment, tu vas commencer à me crisper. Et donc, comme aujourd'hui, il y a plein de solutions, plein de possibilités que tout le monde essaie de prospecter, bah, le marché se pollue un peu de mauvaises pratiques. À partir du moment donné où tu es dans une approche qui est clean, bonne pratique et qui a un sens pour tes clients, bah oui, tu vas pouvoir signer des clients. Si effectivement tu fais, comment dire, vraiment en masse, tu vois, par exemple, le call d'email, c'est le fait d'envoyer des emails avec ce qu'on appelle une séquence, donc avec des jours d'intervalle jusqu'à ce que la personne ouvre ou te réponde. Et en fait, tu ne peux pas envoyer plein d'emails en même temps. En gros, tu peux en envoyer 100 par jour maximum. Et tu vois, il y a des gens qui disent, bah, je vais utiliser le call email, mais au lieu de faire sur un compte, je vais faire sur 50 comptes et je vais arroser la terre. Donc, si tu fais du masse, que tu n'es pas segmenté, que tu es hors cible, etc., en fait, c'est là où tu génères ce phénomène-là. Donc, à partir du moment donné où il y a un bon sens à faire de la prospection sur des gens ciblés qui sont dans vos cibles avec des bons messages dessus, ça contribue quand même, malgré tout, à faire quelque chose qui fonctionne bien et qui pose moins de friction et en général, comme tu disais tout à l'heure, moins de plaintes. Lucie pose une question. Alors moi, j'ai ma réponse. Une petite société sans nom de domaine crée un email, ma société @gmail.com. Est-ce bien un email B2B, B2C? Alors en fait, en termes de pratique, il ne faut jamais faire ça. C'est-à-dire que même si tu as une toute petite société, il faut absolument prendre un compte sur lequel tu vas mettre ton nom de domaine. Et donc, tu vas l'appeler je ne sais pas quoi, à être le nom de domaine de ta société. Et il faut vraiment, dans ce cas-là, payer les 3 euros, 5 euros, 2 euros, peu importe, mais il faut vraiment utiliser un nom de domaine pro. La question est plutôt que, je comprends entre les lignes, que si tu envoies un email à ma société @gmail.com, est-ce bien un email B2B, B2C? En fait, on ne peut pas le savoir. C'est assez compliqué. Donc, en tout cas, chez Drop Contact, on a une règle, c'est tous les emails qui ont des noms de domaine de type perso comme Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. On ne fournit jamais. D'ailleurs, nos algos ne savent pas le faire, mais on ne fournit jamais d'emails de ce type-là qu'on considère, nous, comme étant B2C parce qu'on ne prend pas le risque de fournir des emails qui pourraient être B2C au milieu des emails B2B. Alors, après, oui, si effectivement c'est un email d'une entreprise et que cette entreprise est comme ça, j'imagine que c'est un email B2C, mais impossible d'en être certain, non? À part les vérifier un par un, non? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est là, la question, en fait, c'est, tu as raison sur tout ce que tu as dit, parce que là où je te rejoins, c'est que quand tu as Gmail, tu as des chances que ça soit une donnée B2C. Après, ça dépend des secteurs d'activité. Typiquement, la restauration, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont peut-être, ils ont essayé de jouer avec les lignes, c'est la boîte dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'en restauration, il y a beaucoup de Gmail ou d'Outlook, parce que la structure, elle n'a pas fait, effectivement, elle n'a pas payé le nom de domaine. Ou alors, même, je pense, dans les mandataires, nous, on a plein de PropTech qui travaillent dans les PropTech. Là, il y a des questions de mandataires, ils utilisent des Gmail. Et effectivement, on ne sait jamais. Donc, il y a un énorme risque dangereux, parce que si on tombe sur du B2C, ça, c'est un problème. Alors, ça, c'est le premier sujet, et tu as entièrement raison. En général, on recommande de ne pas le faire, sauf si on est vraiment sûr, parce que sinon, il y a un danger. La deuxième chose, là, tu vois, tu mets ma société @gmail.com. Donc là, la question, c'est, en fait, c'est une donnée générique, ce que tu me donnes. C'est par exemple DPO ou contact @dpo ou dropcontact.com. Est-ce que c'est une donnée personnelle? C'est aussi ça une question. En fait, une donnée générique, c'est pas une donnée personnelle. Et notamment la donnée. En fait, c'est quoi une donnée personnelle? C'est la donnée liée à qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Ton adresse IP, tous ces éléments-là, etc. On disait tout à l'heure, et Denis, tu le disais, l'adresse, par exemple, l'adresse professionnelle de Denis ou de moi, on peut nous identifier. C'est évidemment une donnée personnelle. Une donnée personnelle, si on peut m'identifier. Par contre, le RIB de ma société, l'adresse générique contact de DPO ou Drop Contact, ce n'est pas une donnée perso. Donc là, vous avez le droit d'envoyer sans difficulté à ces entreprises-là. Oui, tout à fait. Ouais, exact. On a Lucie aussi. On va peut-être prendre après Lucie, on prend peut-être une dernière question. Je vois qu'il est déjà presque 15h30. Par prospection commerciale, on entend uniquement démarche individuelle par un commercial ou également les communications de masse, par exemple, email, invitation à un webinar. En fait, la question de Lucie, c'est de savoir si on peut shooter des emails, pour le coup en masse, donc pas du call email, en invitant à un webinar en B2B. Je vais vous répondre parce que pas de problème. En fait,
encore une fois, il faut distinguer, et c'est la même chose, le légal et la morale ou l'éthique, etc. Vous avez tout à fait le droit de le faire. À partir du moment où vous respectez toutes les règles dont on vous a dites. Il y a juste une règle qu'on a oublié de dire, en fait, qui tombe sous le sens de Nîmes et qu'on a oublié depuis tout à l'heure, c'est que, évidemment, vous avez le droit de le faire, mais envoyer des gens qui sont concernés. Si vous envoyez, moi, du RGPD, je l'envoie à un boulanger, c'est pas son sujet et j'ai pas le droit. Tant que je l'envoie à quelqu'un qui est concerné, le webinaire, et je pense que vous en recevez peut-être vous dans votre boîte moi dans ma boîte pro, je reçois pour les DPO externalisés, on fait un webinaire sur ceci, cela. Et ils ont tout à fait le droit de le faire, ça peut m'intéresser, ça peut me concerner. Donc il n'y a pas de sujet, vous avez tout à fait le droit de prospecter, il n'y a pas de distinction légale entre démarche individuelle ou démarche automatique et de masse. Il n'y a pas de sujet, vous avez le droit de le faire. Voilà, y a pas à partir du moment où vous respectez les règles de tout à l'heure. Ah ben voilà, une dernière question qui va être parfaite. Alors là, c'est un LinkedIn user anonyme et c'est celle qu'on va aimer dessus. Comment pouvez-vous transmettre des emails à vos clients sans obtenir le consentement des personnes concernées, alors que la CNIL précise que c'est interdit, que le consentement de la personne concernée est nécessaire pour transmettre ces données à un tiers? Alors, tu veux que je réponde ou on se fait moitié-moitié? Moi, je te laisse commencer, je finirai. Okay. Déjà, la CNIL, elle dit pas ça. Voilà. Si vous allez sur le site de la CNIL, c'est très bien fait. Il y a une page où il y a un côté B2B, un côté B2C. Elle vous dit B2C, consentement, B2B, pas consentement. Déjà, la CNIL ne le dit pas. Voilà. En tout cas, en B2B, elle dit qu'il n'y a pas de consentement. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que c'est pas vrai, la CNIL ne dit pas ça. La CNIL dit l'inverse. Je vais répondre à la deuxième question. Je t'en prie. C'est la transmission des données à un tiers. En fait, la grosse particularité de Droit Contact, c'est que justement, nous n'avons pas des données. Nous n'avons pas des données que nous vendons à des tiers. Nous avons de l'algorithmie, de la mathématique et nous sommes sous-traitants. Ce qui change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on apparaît comme étant légalement, et ça, la CNIL, pour le coup, a vraiment audité, et nos avocats avaient aussi vraiment travaillé, toute la philosophie là. C'est qu'en fait, on ne prend pas des données X qu'on stocke dans une base de données et qu'on revend. En fait, donc la RGPD ne s'applique pas parce qu'on n'a pas de base de données sur le sujet. La RGPD par rapport à une base de données, contrairement à, on va dire, tous nos concurrents. Le deuxième élément, c'est que nous, on est sous-traitants, c'est-à-dire que nos clients nous fournissent le prénom, le nom, le site web, nos algorithmes vont calculer, vérifier les emails, etc. Et donc, on enrichit la donnée que le client a déjà. Donc, c'est notre client qui, lui, doit s'assurer de la conformité de ce qu'il fait par rapport à la RGPD. Nous sommes sous-traitants au même titre que je dirais un CRM, si on veut simplifier, à part qu'on fait de la mathématique derrière, dessus. Et donc, ça a été clairement audité et validé. Voilà pour répondre à la question de notre anonyme. Et je rajoute un dernier point. C'est que le seul consentement par exemple, effectivement, en B2C, là, oui, il faut le consentement pour envoyer des tiers. Il n'y a pas de débat. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Là, on a fait 1h30 au final. J'ai vu qu'il y avait une pointe à un peu plus de 100 personnes en ligne et il y a encore aujourd'hui presque 70 personnes, si je compte les deux réseaux, 70 personnes encore en ligne. Donc, on espère que ça vous a plu. Du coup, vous pouvez suivre Raphaël, j'imagine, sur LinkedIn, non? Sur LinkedIn, exactement. Merci, Denis. N'hésitez pas à m'inscrire sur LinkedIn. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre DPO. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, si vous avez des interrogations encore, savoir comment faire sur votre produit. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Et pour ma part aussi, sur mon profil LinkedIn, vous pouvez effectivement me suivre. On sort prochainement d'ailleurs un article, comme je vous disais tout à l'heure, un article un peu puissant avec pas mal d'informations sur les éléments qu'on a vus aujourd'hui. Vous pouvez aussi tester Drop Contact, vous inscrire gratuitement. Vous avez le droit de tester. Vous avez 100 crédits gratuits pour aller enrichir des adresses email 100% conformes RGPD. Et non seulement on fait ça, mais on est capable de vous donner le profil LinkedIn de la personne, le numéro de téléphone. Alors, ça ne sera jamais le numéro de téléphone mobile, c'est le numéro de téléphone sur RGPD Compliance, c'est-à-dire qu'ils sont soit présents sur le site web de l'entreprise, soit sur Google dessus. Ça évite à vos commerciaux de faire le travail à la main et ça ira beaucoup plus vite. Donc, voilà à peu près les éléments. On espère que ça vous a plu, que ça vous permet un petit peu de remettre un peu ces questions, alors d'apporter des réponses à certaines de vos questions et sûrement ouvrir peut-être d'autres questions. Voilà. Merci beaucoup. Excellente journée. Bon après-midi. Merci à toi, Raphaël. Merci, Denis. C'est un plaisir. Salut. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.